Bonjour tout le monde, bonjour Magali. Bonjour Florinette. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de chiromancie et chirognomonie, si j'ai bien, si je prononce bien ce mot. De quoi s'agit-il? En fait, là, la chiromancie, la chironomonie, on est dans un domaine le domaine un peu global de la chirologie, c'est-à-dire la science de la main. Donc cette science à laquelle maintenant je me consacre entièrement, on va dire depuis quelques années. Alors je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui m'a amené vraiment à me consacrer corps et âme à cette science qui m'était totalement inconnue, hein, il faut bien le dire. Et d'abord, il faut expliquer vraiment l'importance de cette science de la main qui nous permet, j'ai envie de dire que, comme toutes les sciences sacrées, Florinette, de d'accomplir le premier commandement philosophique, connais-toi toi-même. Parce que toutes ces sciences sacrées, comme l'astrologie, la numérologie, la chiromancie, la chirologie qui englobe aussi la chirognomonie, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont pour but, ces sciences? D'aider l'être humain à mieux se connaître lui-même. Et c'est vraiment capital. Ça, c'était le premier commandement des philosophes qui était inscrit, hein, c'était la fameuse maxime des sages, écrite sur le fronton du temple de Delphes. Tu retrouves aussi une petite allusion à l'importance de se connaître soi-même dans l'évangile de Thomas. Cet évangile apocryphe qui a été retrouvé dans les textes de Nag Hammadi, où tu as dans l'évangile de Thomas une petite parole où il dit « Celui qui se connaît lui-même, le monde ne peut le contenir ». Alors tu vois, Florinette, si l'être humain arrive à la connaissance complète de lui-même, eh ben, le monde, voilà, n'arrive plus à le contenir. Donc les puissances qui œuvrent dans le monde, ça j'en ai parlé dans une autre émission. Alors c'est vraiment capital, fondamental, toutes ces sciences sacrées. Mais je place au-dessus de toutes ces sciences la science de la main. Pourquoi, Florinette? Eh ben, parce que bien avant que l'homme observe les étoiles, le ciel, qu'il découvre les constellations, les planètes, qui vont servir en astrologie. Bien avant qu'il invente les chiffres, que l'on va utiliser en numérologie, eh bien l'homme, dès son apparition, eh bien il avait des mains. Et sur ses mains, il y a des choses, voilà, beaucoup de choses qui sont gravées. J'ai presque envie de dire gravées comme dans la pierre. Pour moi, nos mains, maintenant, ça me... Et, Ça me oui, et c'est vrai que parce que dans les grottes, souvent, la main était importante parce qu'on retrouve beaucoup de peintures de mains exactement. également. Exactement. Déjà, la main a toujours une importance, je veux dire, capitale, hein, même pour les hommes qui vivaient vraiment dans les temps les plus reculés. Et surtout, ces mains, voilà, elles portent quelque chose en elles. Et pour moi, je les vois un petit peu, tu sais, comme les deux tables de la loi où ont été gravés les commandements de Dieu. Et ben, c'est un peu ça, Florinette. Seulement, nous nous en rendons pas du tout compte. Par contre, euh, il y a des peuples, des peuples beaucoup plus anciens et notamment aussi les peuplades indiennes, hein, amérindiennes plus précisément, qui se sont rendus compte très très tôt de l'importance de ce qu'il y a dans nos mains. Alors là, je vais commencer, et je n'en ai encore jamais parlé, hein, Florinette. Je vais commencer par citer euh, quelques extraits du livre des Indiens Navarros, qui s'appelle le Dîner Bahané. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, et donc dans ce livre des Indiens Navarros, il est écrit, c'était le vent qui leur avait insufflé la vie à premier homme et première femme. Donc, le vent qui leur avait insufflé la vie. Lorsque ce vent cesse de souffler à l'intérieur de nous, nous devenons muets, puis nous mourrons. Donc ça, c'est le souffle de la vie, Florinette. Alors, et ça continue en disant, sur la peau, au bout de nos doigts, nous pouvons voir la marque de ce vent qui donne la vie. Regardez bien l'extrémité de vos doigts, vous y verrez où le vent a soufflé lorsqu'il a créé vos plus lointains ancêtres. Donc les Indiens, les Amérindiens, ces Indiens Navarros ont compris qu'au Ah bout de oui, nos doigts,
Ouais, est-ce que ça fait moi je regarde en plus, ça fait comme un tourbillon, comme si Et le c'est les vent avait empreintes tourné. digitales, Florinette. Oui, c'est ça. Donc, ce vent qui insuffle la vie, c'est le vent de l'esprit. Nous portons au bout de nos doigts les marques de l'esprit. Alors, je vais faire encore quelques citations de ce livre des Indiens Navarro. Alors, il répète un petit peu la même chose. C'était Nietzsche, le vent, hein, Nietzsche en Navarro, c'est le vent, qui leur avait donné la vie, donc au premier homme et à la première femme. Le même vent qui souffle des 4 directions, parce qu'il vient de partout ce vent, il n'y a pas de lieu précis. Le même vent qui sort de nos bouches de nos jours quand nous parlons et respirons. C'est le souffle, le verbe sacré qui nous fait parler aussi, Florinette. Donc voilà, le vent qui sort de nos bouches quand nous parlons et respirons. Le vent qui apporte l'esprit dans nos corps, donc qui nous anime, qui nous donne la vie, et qui, lorsqu'il cesse de souffler en nous, peut nous rendre tous muets pour nous faire mourir, ainsi qu'il est dit. Parce que quand cet esprit nous quitte, nous ne parlons plus, nous devenons d'abord muets, et après, nous mourrons, les corps meurent. Et alors, ils ajoutent, c'est ce même vent qui donne à ceux d'entre nous qui vivent de nos jours dans le monde le souffle qui les anime. Et la trace laissée par le même vent peut être vue aujourd'hui à l'extrémité de nos doigts. Ah ben voilà, oui. Donc, et on retrouve aussi dans un autre livre sur les légendes de Navarro, un extrait anonyme, hein, donc on ne connaît pas l'auteur, où il est écrit un peu la même chose. C'était le vent qui leur avait donné la vie. C'est le vent, le souffle de nos bouches qui maintenant nous donne la vie. Lorsque le souffle s'arrête, nous mourrons. Sur la peau, au bout de nos doigts, se lit la trace du vent, témoin que le vent soufflait quand nos ancêtres ont été créés. C'est capital cette information, Florinette. Capital. Parce que si, dans la plupart des traditions, c'est le démiurge qui crée nos corps physiques, nos enveloppes de chair, ce qui donne la vie, c'est le vent, le souffle divin. Oui, Et tout à donc, fait, l'importance du souffle, oui. voilà, parce que sinon nos corps seraient inanimés. Donc il a fallu que quelque chose rentre dans ces corps, ce souffle divin, pour nous donner la vie, pour nous donner la parole. Et la preuve que nous portons ce souffle de Dieu en nous, c'est ce qu'il y a au bout de nos doigts, dans nos empreintes digitales. C'est les empreintes du souffle divin. Alors, c'est joliment dit en tout cas. J'aime beaucoup la façon dont ils décrivent tout ça. C'est très poétique. C'est dans le livre des Indiens Navarro, le dîner Bahani. Alors, ce ne sont pas les seuls, certainement à s'être rendu compte déjà de l'importance de ce que représentaient nos empreintes digitales. Alors, comme je t'ai envoyé la photo, Florinette, moi, ça m'a énormément interpellée. Les décorations que l'on trouve dans le cairn de Gavrinis. Alors là, tu vas me les mettre à l'écran, voilà, Florinette. Alors là, moi, la première fois où j'ai vu ces décorations, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce sont des empreintes digitales. Donc, là, vraiment, nous avons une représentation qui remonte très loin, hein, au niveau du néolithique. Et là, nous avons, on peut lui dire, des représentations d'une puissance sacrée qui rappelle étonnamment nos empreintes digitales. Ah oui, on dirait vraiment des bouts de doigts. Vraiment, oui, on peut le dire. C'est vrai que c'est là, vraiment, stupéfiant. c'est stupéfiant. Donc, c'est pour montrer que nos lointains ancêtres, Florinette, ils savaient, ils connaissaient l'importance, du moins la signification de ces empreintes, c'est-à-dire que voilà, elles étaient les marques de cet esprit qui nous anime. Alors, déjà, c'est pas anodin, les empreintes digitales, Florinette. Ah non, ouais. Et encore, on n'est qu'au tout début, là. Et alors, bon, là, on va avancer un petit peu dans le temps, parce que je t'ai envoyé aussi une photo, la photo d'une tombe Bogomil. Alors, sur ces tombes Bogomil qu'on retrouve en Bulgarie, voilà, tu l'as fait apparaître à l'écran. Donc, sur ces tombes Bogomil qu'on retrouve en Bulgarie, dans l'ex-Yougoslavie, eh ben, on est interpellé. Parce qu'on se trouve en face d'un homme qui a des mains surdimensionnées. Là, ça te saute aux yeux. Hein. Pourquoi ils ont fait ces grosses mains? C'est fou. Hein, ouais. La main est importante. En tout cas, la main est importante. Je pense qu'il attire notre attention sur la main. Voilà, moi, de ce que je ressens. Voilà. Comme si la main était la chose la plus importante dans le corps humain. C'est ça, ouais.
Là, vraiment, alors il y a d'autres symboles autour. Bon, on va pas en parler. Mais toujours est-il que la première fois aussi que j'ai vu ces monuments, ces tombes Bogomil, alors rappelons que les Bogomil sont à l'origine du mouvement Qatar. Bon, on en reparlera certainement dans une autre émission, Oui, oui, oui. Florine. C'est juste Ah oui, oui, avec pour faire plaisir. une petite Oui. parenthèse. Donc, ces gens-là, ces Bogomil, ont voulu attirer notre attention aussi sur une partie bien précise du corps humain, donc les mains encore. Alors, ces mains, voilà, oui, certainement, où ils voyaient déjà aussi l'importance à travers ce qu'elles représentaient, les marques que contiennent nos mains. Ça, c'est très, très important parce que c'est pas par hasard, hein, Florinette. Et alors, Ben non, puis, excuse-moi. Puis non, puis en plus, c'est vrai que moi-même, enfin, je veux dire, je pense que tout le monde, tous nos auditeurs qui nous écoutent, on s'est toujours posé la question, que signifie, pourquoi on a ces lignes? Pour moi, à chaque fois, même petite, je me disais, mais pourquoi on a ces lignes? Il y a bien une signification, sinon ben, on aurait les mains lisses. Puisqu'en fin de compte, je veux dire, ligne ou pas ligne, ça ne nous sert pas. Je veux dire, si c'est pas comme si c'était quelque chose comme des ventouses ou voilà. Donc voilà, je me suis toujours posé la question, me dire, mais il doit y avoir une signification. Et je pense qu'on est plusieurs à s'être posé cette question-là. Alors, une signification d'une importance qu'on l'on ne mesure pas, Florinette. Alors, avant d'aller plus loin, voilà, je voulais en arriver à ce qui est dit dans la Bible. Parce que la Bible elle-même attire notre attention justement sur l'importance de ce qu'il y a d'écrit dans nos mains. Je dirais écrit par le doigt de Dieu. Hein, parce que là, c'est vraiment, c'est ce qui nous relie à ce souffle divin qui est en nous et qui a inscrit déjà depuis notre naissance, Florinette. Si tu as l'occasion d'observer des mains de nourrissons qui ont quelques jours, tu verras déjà les lignes. Et c'est stupéfiant. Elles sont déjà bien marquées. Hein. Oui, oui, oh elles là sont là déjà là bien là. marquées. Oui. Ouais. Alors, on en reparlera un peu plus loin, Florinette. Mais toujours est-il que voilà, dès notre venue au monde, c'est inscrit dans nos mains. Et alors, la Bible elle-même attire notre attention. Ça, c'est dans le livre de Job, chapitre 37, verset 7. Alors, bon, suivant les traductions, voilà, il va y avoir certaines différences. Bon, je vais en citer deux versions. Alors, la première, c'est la version, on va dire, la plus répandue de Louis II. Hein. C'est une version qui remonte au début du XXe siècle, en 1910. Louis II, les Bibles de Louis II sont très connues comme version. Et donc, dans ce livre de Job, chapitre 37, verset 7, il est écrit « Il, en parlant du Seigneur, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. » C'est-à-dire, voilà, tout ce qu'il y a d'inscrit dans nos mains sont la preuve que nous sommes habités par ce souffle divin. Donc voilà, pour que les hommes se reconnaissent comme ces créatures, pas comme les créatures du démiurge qui a façonné nos corps. Non, non, non. Les enfants de l'esprit divin qui est en nous. Ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est la traduction, on va dire, la plus classique, la plus courante. J'en ai trouvé une autre qui est plus précise, on va dire. Là, il est écrit « Dieu mit des signes dans les mains des hommes, afin que tous puissent connaître leurs œuvres. » Voilà. Alors là, on nous dit dans la Bible, d'abord, c'est Dieu, c'est l'Esprit divin qui a écrit ces lignes dans nos mains, mais elles veulent nous dire quelque chose. Ils veulent nous dire ces signes quelque chose pour qu'on puisse connaître les œuvres que nous avons à accomplir. C'est fondamental. C'est un message qui s'adresse à chaque être humain. C'est notre chemin de vie, quoi. Ils ont gravé notre chemin de vie. Chemin de vie et notre destin aussi, enfin la direction que nous devons prendre, parce que faute de pouvoir interpréter ces signes, les messages qui sont inscrits au creux de nos mains, on peut passer à côté. On peut passer à côté de son destin. On peut faire beaucoup d'erreurs parce qu'on a tout ça sous les yeux, mais on ne le voit pas. Et quand on pense à regarder nos mains, on n'a pas les moyens d'interpréter ces messages. Ah ben non, tout à fait. Et on ne va pas donner le mode d'emploi. Ça gravé. Et ben voilà. Enfin, le mode d'emploi, on va il existe un petit peu, on va dire, grâce à cette science de la main.
Mais il existe, mais bon, il faut quand même bien le comprendre. Malgré tout. Et voilà. D'abord, bien l'interpréter aussi. Hein. Effectivement, il faut apprendre ces séances, il faut la pratiquer. Et puis surtout, voilà, comprendre son importance. Parce que moi, j'ai mis du temps, Florinette. J'ai mis du temps. Oui, voilà, c'est pas simple. Hein. Et puis à mesurer aussi, voilà, l'importance que cela pouvait avoir. Vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas réalisé tout de suite. Et là, maintenant, je commence tout juste à mesurer l'importance de ce qu'il y a écrit dans la main de chaque être humain. Donc, il faudrait que chaque être humain soit en mesure, soit capable de comprendre ces messages qui sont inscrits au creux de ses mains. Alors, cette science des mains, elle nous vient de très loin. On estime d'ailleurs que c'est la plus ancienne de toutes les sciences. Et oui, parce que depuis l'instant où l'homme est apparu, voilà, il y avait quelque chose de gravé dans ses mains. Donc, c'est la plus ancienne. Hein. Donc, il y a devant l'astrologie, la numérologie, même si ces autres sciences sacrées sont très importantes. Parce que quand on fait des analyses croisées, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire. Parce que les informations se recoupaient avec une précision incroyable. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir associer les différentes sciences. Mais la plus ancienne, pour moi, et la plus importante, et celle que nous avons tous les jours sous les yeux, voilà, c'est la science des mains. Donc, on va faire voilà, un petit parcours dans l'histoire pour remonter un peu le temps. Alors, bon, on va répéter un petit peu aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la science des mains. Donc, le mot qui nous renvoie à cette science, c'est la chirologie, qui englobe, qui comprend la chiromancie, c'est-à-dire l'étude des lignes de la main, et la chironomonie. Alors, la chironomonie, c'est l'étude simplement de la physionomie de la main. Alors là, je m'excuse pour le petit pansement là, que j'ai sur la main, dû à un petit accident, mais bon, ça ne change rien à mes lignes. Et en parlant de cela, d'ailleurs, là, je vous aussi une petite parenthèse. Si on se blesse, si on se coupe. Oui, ce que j'allais te dire, si tu te brûles, comment Exactement. Après tu peux... Ça m'est déjà arrivé, Florine. Je me suis brûlée, je me suis coupée, parce que je ne ménage pas mes mains. Je travaille beaucoup de mes mains aussi. Alors, j'avais remarqué, il y a ça, il y a plusieurs années même, que si je faisais une grosse coupure qui coupait une ligne, quand la peau se reformait, automatiquement, la ligne réapparaissait et reprenait son cours. Ah, c'est fou, hein, oui, d'accord. Et ça, je me suis fait cette réflexion. Et bien avant de connaître tout ce que je sais maintenant. Donc, c'est pour montrer l'important, les lignes ne doivent pas disparaître. Même si on a un accident. Et les empreintes, si tu te brûles, parce qu'il y en a qui se brûlent et puis des fois on dit on ne peut plus lire vos empreintes. Alors effectivement, Florinette, là tu fais bien de poser la question. J'ai eu les cas de personnes qui s'étaient brûlées les empreintes par de l'acide. Et là, les empreintes ne reviennent pas. Mais les lignes reviennent. Comme si elles étaient encore plus importantes. Les lignes reviennent. Du moins, quand c'est pas trop... Enfin, moi, ce que j'ai pu constater, je me suis brûlée, je me suis coupée, et à chaque fois, c'est revenu. Là, c'est un constat que j'ai pu faire de moi-même. Donc, alors, je reviens. Donc, voilà, la chirologie, science de la main qui englobe la chiromancie et la chironomonie. Et alors, bon, tout ça, tous ces mots viennent du mot grec ker, la main. Alors, ça s'écrit K-H-E-I-R. C'est pour ça qu'on ne dit pas chiromancie ou chirologie, comme on pourrait le croire pour chirurgien. Non, non, non. On dit chiromancie, chirologie, comme un chiropracteur aussi. Donc, c'est la consonance du mot ker, main en grec. Alors, pour la chiromancie, c'est une association du mot ker, main, et manteia, c'est la divination ou action de prédire. Alors déjà, rien que ce mot nous fait comprendre que, par l'étude des lignes de la main, là, on rentre dans le domaine des prédictions qui concernent aussi bien notre passé, notre présent et notre futur. Donc, c'est le domaine le plus mystérieux, on va dire. Et c'est pour ça qu'on le classe aussi dans les arts divinatoires. Enfin, cette lecture de main, on la classe dans les arts divinatoires. Et avant, on disait souvent, je ne sais pas si nos auditeurs ont eu cette même réflexion, on disait, c'est soit les bohémiens, les gitans qui peuvent lire les mains.
Oui, mais il n'y a pas Voilà, que. voilà, mais il n'y a pas que, exactement. On va en parler d'ailleurs, parce qu'ils ont joué un rôle capital dans la transmission de ce savoir. Et je vais y venir bientôt. Bon, là, je voulais faire ces petites précisions étymologiques pour bien comprendre chirologie, science de la main, chiromancie, divination ou action de prédire par l'étude des lignes de la main. Et la chirognomonie, c'est un terme qui a été formé un peu plus tard au XIXe siècle, donc, qui concernait juste comme la physionomie, chirognomonie, physionomie, donc c'est la forme, l'aspect extérieur de la main. Et au niveau voilà de l'étude des phalanges, des doigts, on va y revenir un peu plus tard tout à l'heure. Donc, on a les premières traces de cette science. On remonte à plus de 5000 ans. Là, on se trouve en Inde. On a retrouvé, il est évoqué pour la première fois un livre de chiromancie, alors qui était relié avec de la peau humaine. Bon, ça c'est le petit détail, oui. Oh là là. Exactement. Oui, à l'époque, bon, les livres n'étaient pas faits comme aujourd'hui, on va dire. Et toujours dit, c'est le plus ancien traité, livre qui parle de chiromancie. Donc on sait que voilà, les premières traces les plus anciennes, on les trouve en Inde. Mais encore une fois, cette science, ce savoir nous vient de beaucoup plus loin. Donc il faut remonter à des civilisations bien antérieures et qu'on peut qualifier d'antédiluviennes. Toutes ces sciences sacrées nous viennent de beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on peut remonter à l'Atlantide, l'Hyperborée, voire au-delà, le continent de Mu. Tout ça, ça nous vient de très, très loin. Parce que ça remonte, voilà, à l'apparition même de l'homme. Donc, on peut dire ça remonte à la nuit des temps. Parce que toutes ces sciences concernent exclusivement l'être humain pour qu'il puisse mieux se connaître. C'est capital. Alors, de l'Inde, on retrouve après les traces de cette science en Chine, où elle a été véhiculée. Et d'ailleurs, en Chine, encore aujourd'hui, on la considère comme une véritable science. Pas une science parallèle, pas une science maudite, rien à voir. En Chine, on estime que voilà, cette science des mains est une science authentique, véritable, qui a droit de citer parmi toutes les autres sciences. Alors, bon, il faut dire aussi que dans l'Antiquité, tous les peuples d'Antiquité ont pratiqué la science des mains, notamment l'étude des lignes, la chiromancie, et plus particulièrement les prêtres égyptiens, parce qu'on est en Égypte, si tu veux, l'Égypte a été un peu le berceau de ces savoirs sacrés. Donc, tout est parti après de l'Égypte. Donc, les prêtres égyptiens ont concentré tous ces savoirs sacrés qu'ils ont ensuite transmis aux philosophes grecs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, Florinel, même si ça va paraître étonnant à bien des personnes, qu'Aristote en personne a été le premier à écrire un traité sur le sujet à l'intention d'Alexandre le Grand. Ah ouais, je ne savais pas du tout. Voilà, donc le premier à écrire un traité de chiromancie, et c'était pareil à Aristote. Et en parlant de philosophes, j'aimerais faire citer le passage d'un livre de Jules Gauthier, qui date de 1885, un livre qui s'appelle Chiromancie et chirognomonie ou l'art de lire dans la main. Et Jules Gauthier, il écrit dans cet ouvrage, « Si la chiromancie est une source de mensonges et d'impostures, il faut la laisser dans un éternel oubli. Mais dès l'instant que les philosophes les plus respectables de l'Antiquité, ceux dont la morale est encore la loi du monde, Platon, Aristote, Galien, Albert le Grand, Ptolémée, Avicenne, Averroès, Bello, Phrotékius, Depuruchio, etc., nous ont transmis sur l'art de la divination, par les lignes tracées dans la main, des réflexions et même de longs traités qui prouvent l'estime singulière qu'ils professaient pour la chiromancie, il faut s'incliner avec respect devant des témoignages aussi imposants. » Ah ben oui, parce que là on voit que les pointures de l'époque. Ah oui, on en parlait. Non seulement s'ils sont intéressés, ils ont pris ça tellement au sérieux qu'ils se sont cru obligés après d'écrire eux-mêmes leur propre traité sur le sujet. Alors là, c'est pour l'Antiquité, les philosophes grecs qui sont allés puiser auprès des prêtres égyptiens ce savoir. Donc, tu vois le cheminement depuis l'Inde, la Chine, après l'Égypte, les philosophes grecs,
Alors après les philosophes grecs, bon, là nous allons reparler effectivement des bohémiens, des gens du voyage, qui ont récupéré aussi ce savoir, parce que c'était très important, si tu veux, alors comme le tarot, hein, comme le Ah, tarot, d'accord, oui. très très important, parce que ces peuples de voyage, et ben voilà, ils avaient la possibilité d'amener ces savoirs dans tous les pays, puisque c'est des peuples nomades qui voyageaient sans arrêt. Donc c'est pour cela qu'on leur a confié ces savoirs qui étaient tellement importants et qu'il fallait répandre dans le monde entier. Donc ils ont joué voilà un rôle de transmetteur de premier plan. Ça, il faut leur être extrêmement reconnaissant. Et mais malheureusement, avec l'arrivée du Moyen Âge et surtout de l'Inquisition, donc toutes ces sciences, aussi bien l'astrologie que la chimie, la chiromancie, ben voilà, elles se sont retrouvées reléguées au rang des sciences maudites. Voilà ce que j'allais te Alors, dire. Après, ça a été tourné en dérision, quoi. alors C'était d'abord, horrible. avant d'être tourné en dérision, Ouais. ça a été un petit peu plus compliqué, Florinette, parce que les gens qui avaient le malheur de s'adonner à ces sciences, mais souvent ils avaient droit au bûcher. Ah oui, Là, c'était c'était vraiment considéré la comme des sorciers, persécution. hein. Mm. Voilà, comme des sorciers, comme des. Mm. Alors que ça n'avait absolument rien à voir. Au contraire, on est dans le domaine des sciences sacrées, qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. On est même aux antipodes. Aux antipodes. Mais bon, dans l'esprit des inquisiteurs qui, voilà, dont l'étroitesse d'esprit était aussi large que leur tolérance, pour ne pas dire plus, ben voilà, ils mettaient tout le monde dans le même panier et puis tout le monde au bûcher, comme ça, c'était réglé. Donc, il y a eu ces persécutions effroyables. Et puis après, il y a eu la Renaissance. Et aussi l'apparition voilà, de l'imprimerie. Alors là, ça a changé un petit peu les choses, Florinette, parce que parmi les premiers livres imprimés se trouve un manuel de chiromancie. Parmi les tout premiers livres imprimés. Ah oui, oui, quand même. Et alors, comme ça a été un des premiers livres imprimés, eh ben ça a suscité tout de suite l'attention des lettrés. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de livres à l'époque. Donc, voilà, ça a pu atteindre directement tous ceux qui savaient lire, hein, qui avaient la possibilité donc de lire cet ouvrage sur la chiromancie. Et donc, ça a relancé un petit peu l'intérêt des lettrés pour cette science. Mais malheureusement, après, bon, il y a eu le triomphe de la pensée cartésienne, positiviste, qui là a relégué ça voilà, dans les choses un peu farfelues, Oui, voilà, c'est ce que qui je n'avaient disais, ouais. Mm. voilà, aucune caution scientifique. Donc là, on a relégué ça voilà, dans les choses qui n'avaient aucun intérêt et qui n'étaient pas, voilà, qui ne correspondaient pas à cette vue matérialiste hein, Ah qui a oui, non, non, tout dominé. à fait. Oui, oui. Non, c'était de la magie, c'était de l'amusement. Puis c'est pour ça Voilà, un qu'à peu chaque de fois, on tout. disait, Un peu de tout. voilà, c'est ça. Mm. Donc, voilà, des choses qui n'avaient aucun intérêt pour les esprits forts de l'époque. Les esprits forts. Les bien-pensants, comme on les appelle. Mais, il y a eu quand même un grand renouveau au XIXe siècle. Et grâce à deux personnes. Alors, le premier, en fait, ils étaient contemporains. Donc, l'un d'eux, celui qui va poser vraiment les bases de la chironomie, c'est le capitaine d'Arpentini. Alors, qui a écrit un ouvrage là, je vais te citer le titre de l'ouvrage exact. Je t'ai envoyé la photo d'ailleurs, Florinette. La science de la main ou l'art de reconnaître les tendances de l'intelligence d'après les formes de la main. Voilà. Ça, c'est l'ouvrage du capitaine d'Arpentini. Donc, c'est lui qui, à travers cet ouvrage, vraiment a posé les bases de la chironomonie. Donc, mais lui, le problème, et ce qu'on lui a reproché après, notamment l'autre grand personnage qui allait ressusciter ce savoir, c'était Adolphe Desbarolles. Le peintre Adolphe Desbarolles, qui était contemporain du capitaine d'Arpentini, voilà, Adolphe Desbarolles. Et donc, Adolphe Desbarolles va reconnaître le grand mérite du capitaine d'Arpentini à avoir réalisé ce livre hein, sur la science de la main et qui va vraiment poser les bases de la chironomie, mais il va lui reprocher une chose, de s'être totalement désintéressé des lignes de la main. C'est-à-dire le capitaine d'Arpentini ne s'occupait que de la forme des mains. Il ne regardait pas du tout les lignes. Alors il manquait quelque chose de capital. Ah oui, l'intérieur des mains, il n'en tenait pas Pas compte. du tout.
Alors, il étudiait juste la forme de la main pour découvrir le tempérament de la personne, ses aptitudes, ses qualités, ses défauts, mais il ne s'occupait pas du tout des lignes. Donc, il manquait quelque chose là. Donc, mais quand même, ce capitaine, voilà, déjà remettre en lumière et relancer l'intérêt pour la science des mains. Mais après, c'est surtout donc Adolphe Desbarolles qui, lui, voulait vraiment retrouver le savoir primitif, vraiment la chiromancie des origines. Et alors, il va pendant 15 ans avec son épouse. Hein, ça a été vraiment un travail commun là. Tous les deux, ils se sont lancés corps et âme dans l'étude des mains pour finir par écrire. Alors, c'est Adolphe Desbarolles qui va écrire cet ouvrage après le décès de son épouse, hein, qui va le laisser inconsolable. Et il va écrire ce qu'on considère encore aujourd'hui comme l'ouvrage de référence en la matière. Donc, son ouvrage, Les mystères de la main révélée et expliqués, avec pour sous-titre, voilà, ce livre. L'art de connaître la vie, le caractère, les aptitudes et la destinée de chacun d'après la seule inspection des mains. Alors cet ouvrage, il va connaître un succès fou. Il va avoir droit à pas moins de 30 rééditions. Oh là c'est là, grave oui, de tout écrire, hein. Bah, plutôt, oui. Là, je peux te dire qu'à l'époque, c'est un best-seller, là. C'est ça. Best-seller, hein. Même si le mot n'était pas encore en vogue. Hein. Donc, nous devons à ces deux personnes, le capitaine d'Arpentigny et Adolphe Desbarolles, vraiment ce renouveau, cette remise en lumière de la science des mains. Mais, si tu veux, ils vont pas encore connaître, ils vont pas connaître la célébrité, j'ai envie de dire, de deux autres personnes qui vont vraiment jouer un rôle capital dans l'histoire de la chiromancie. Alors, la première, bon, là, je vais juste l'évoquer en quelques secondes parce que c'est tellement extraordinaire. La vie de cette personne qu'il faut lui consacrer toute une émission, Floriette. C'est Madame Freya, de son vrai nom, Valentine d'Ancos. Alors voilà, tu vas me mettre, voilà, la photo de Valentine d'Ancos quand elle était très jeune. Donc, elle fut considérée comme la plus grande voyante et chiromancienne du XXe siècle et on peut dire de tous les temps. Il y a elle est très belle cette photo en plus, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je te l'ai envoyée. Je t'en avais envoyé une autre aussi où on la montre observée à la loupe. Les mains d'une personne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait y aller à la loupe. Il n'y avait pas de fonction zoom. Hein, voilà, ça c'est Madame Freya, un peu plus âgée, qui toujours avait ce petit coussin recouvert d'un apron de dentelle où elle faisait reposer les mains des personnes et après qu'elle étudiait à la loupe. Donc, ça, ce fut la plus grande chiromancienne de tous les temps. Mais il faut dire qu'elle avait quelque chose de particulier parce qu'elle avait aussi, elle était dotée d'un don. Un véritable elle était voyante. Voilà. Elle était voyante. C'est pas cette dame qui avait prédit la mort de Jaurès et la Première Guerre mondiale ? Tout à fait. C'est une grande voyante, effectivement. Oh là là, oui. C'est même elle qu'on avait convoquée au ministère de la Guerre au tout début de la guerre de 14. Parce que le gouvernement était sur le point de filer à Bordeaux. Mais avant, il a fait venir en catimini au beau milieu de la nuit Madame Freya, sans le dire en personne, bien sûr, parce que ça ne se faisait pas, pour lui demander que pensez-vous de l'avancée des troupes allemandes ? Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'à Paris ? Et là, elle les avait rassurés en disant non. Non, ils vont être heureux, ils vont s'arrêter à Compiègne et l'armée française va les repousser. Et elle avait même dit le jour, le 10 septembre 1914, et tout ce qu'elle avait dit, c'est réalisé. C'est exact. Et ça, c'est pas dans les livres d'histoire, Florinette. Ça, on va pas le dire dans les livres. Hélas. Non. Bon, toujours est-il que voilà, Madame Freya, là, elle va connaître une telle notoriété, une telle célébrité que, voilà, ça va remettre évidemment en lumière encore cet attrait, voilà, pour la chiromancie, pour l'étude des mains. Alors, Madame Freya, je crois qu'il faudra faire toute une émission, Florinette, parce que là, je ne peux pas raconter. Ah, mais avec plaisir. Alors là, j'adorerais. Et puis, c'est surtout son histoire et la découverte de la vie de cette femme qui a changé ma propre vie. C'est elle qui m'a. En plus, alors vraiment, voilà. C'est elle qui m'a fait découvrir. Donc, c'est pour te dire l'importance. Et c'est vrai qu'on n'arrive jamais par hasard à s'adonner à cette science.
Par exemple, tu vois, là, on a parlé du capitaine d'Arpentini. Alors, c'est pareil, c'est un militaire que rien ne prédestinait à étudier les mains. Hein. Et ben, il s'est passé quelque chose. C'était pendant la campagne d'Espagne. Et il a croisé la route d'une bohémienne. Une bohémienne. Qui a fortement insisté pour regarder dans ses mains. Alors, il n'y croyait pas du tout. Il avait envie de l'envoyer un peu balader, mais comme la bohémienne en question était assez jolie, voilà, tu peux mettre la carte de la bohémienne. Donc, pour lui faire plaisir, et comme c'était une belle femme, il le dit lui-même, il a cédé à sa demande. Et il a été tellement troublé, parce que par tout ce qu'allait lui dire la bohémienne, qu'après, ça l'a tellement interpellé, qu'il s'est mis à lire les traités des anciens philosophes sur la chiromancie, sur l'étude des mains, et après, c'est lui-même qui a développé voilà, sa propre étude pour en arriver à poser les bases, les fondements de la chironomie. Et alors, j'ai remarqué, et on va le voir là, on va le voir tout de suite, avec un autre chiromancien très très fameux, ben voilà, il y a toujours un événement dans la vie de ces personnes que rien ne prédestine au départ à… Voilà. Et toi, comment c'est venu, Madame Freya? C'est Madame Freya, dont je n'avais jamais entendu parler, Florinette. Mais comment tu vois, si tu n'en avais jamais entendu parler? Jamais. Donc, il y a plus… Et t'es tombée comme ça par hasard? Ah non, pas du tout. Non, c'est le ciel qui me l'a envoyé, je peux le dire. Parce que c'est une amie de Paris. Une dame maintenant âgée de 84 ans, qui a quelques années, voilà, j'étais en train de lui parler et de lui dire que je recherchais parce qu'à l'époque, j'écrivais, hein, j'étais pas encore du tout… Ah oui, non, voilà, oui, me consacrer… auteur. Voilà, donc j'écrivais encore et je cherchais un sujet d'article pour un magazine. Et c'est là que de but en blanc, elle me dit, mais vous avez entendu parler de Madame Freya? C'est la première fois de ma vie, Florinette, que j'entendais ce nom. Madame Freya. Qui était Madame Freya? En fait, c'était un pseudonyme. Son vrai nom, c'était Valentine d'Encorse. Et alors, j'ai dit non. J'étais un petit peu confuse. J'ai dit, mais non, je m'excuse, j'ai jamais entendu parler. Et alors après, j'ai donc tapé sur Internet et là, il y a quelque chose qui m'a fortement interpellée, Florinette, parce que cette Madame Freya en question, je vois tout de suite sa date de naissance et sa date de mort. Et j'avais l'impression de voir ma date de naissance mélangée. C'est-à-dire, elle est née le 20 mai 1871, soit exactement 100 ans avant moi, puisque je suis 71. Et elle est décédée un 16 février, Florinette. Alors, ce 16 février qui est important pour nous deux. Oui, tout à fait. C'est pas un mystère. On est nés toutes les deux un 16 février. Alors déjà, quand j'ai vu ça, ça m'a interpellée. Ça m'a énormément interpellée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alors là, je raconterai ça peut-être dans une autre émission, Floriane, parce que ça m'entraînerait trop loin. Toujours été que cette découverte de l'histoire de la vie de Madame Freya a bouleversé ma vie. Et c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser, mais alors… à étudier à fond. Ah là, oui. Tout est parti de là. Ça, au départ, c'était un sujet d'étude. Parce que moi, quand il y a un sujet qui m'interpelle, il faut que je creuse. Voilà. Mais alors après, ça allait beaucoup plus loin. Ça allait beaucoup plus loin, Florinette. Donc, au point que voilà, maintenant, c'est devenu ma principale activité et j'ai abandonné l'écriture pour me consacrer à cette science quand j'ai vraiment réalisé l'importance de ce sujet et qu'il fallait remettre en lumière. Parce qu'il ne faut plus, j'ai envie de dire, il ne faut plus qu'il disparaisse, qu'il retombe dans l'oubli. Donc là, je m'efforce de le remettre en lumière autant que je peux. Et aussi, même, je donne des cours. Pourquoi? Pour transmettre. Parce que, bon, je ferai peut-être ça pendant 20 ans. 25 ans maximum, hein, parce qu'après, je serai un peu trop vieille. Mais je me dis, il faut former. Il faut former des personnes qui vont reprendre la relève. C'est trop important. On ne peut plus laisser ce savoir disparaître. C'est plus possible. Donc, là, non, c'est vrai que c'est très important. Ben, moi, j'ai eu la chance que tu lises mes mains. Et je peux dire que ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu certaines barrières que j'ai pu faire tomber. Et c'est vraiment, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un chemin de vie. Et puis, mais ça va au-delà. C'est même incroyable. C'est incroyable tout ce que tu peux voir dans ces lignes, parce que même jusqu'à la toute petite ligne qui montre les événements, qui montre… Moi, ça m'a bluffé parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi détaillé, aussi précis. Parce qu'en fin de compte, tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Tu sais tout de nous.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Disons que c'est vrai, Florinette, que quand on montre ses mains, c'est comme si on montrait notre âme. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui hésitent. Ah ben ouais, non, là, tu te Voilà. mets à nu. Hein. Pour On moi, se met tu à te nu, mets à oui. nu. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement important. Alors, on va y revenir un peu plus tard pour expliquer un petit peu, voilà, tout ce qu'on peut voir dans les mains. Mais je vais revenir au côté historique et à cette personne qui a été très importante aussi au 19e siècle pour remettre en lumière ce savoir. On lui a donné le surnom de prince des chirologues. Et c'était alors celui qu'on va connaître sous le nom de Kéro. Il a pris encore, voilà, Kéro, voilà, à l'écran. Donc, en fait, encore une fois, c'était un pseudonyme, on s'en doute. Kéro, pourquoi? Parce qu'en toujours pareil, le mot Kér, en grec, main. Donc, tout simplement, il avait choisi de s'appeler Kéro. Alors, de son vrai nom, il s'appelait William John Warner. Il était né le 1er novembre 1866, mais on le connaît, tout le monde le connaît sous le nom de Kéro. Mais tu sais, je te coupe, tu sais à qui me fait penser? C'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais à Philippe Risoli. Ah, alors là, je n'y avais pas pensé. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, on dirait l'animateur de télé qu'on ne voit plus même. C'est Oui, ça, hein, c'est je ne me vrai. trompe pas, c'est bien. Mais Ah, ouais. écoute, je sais pas hein, si c'est ça. Non, non, mais voilà, non, mais c'est peut-être moi qui le vois que comme. Mais Honnêtement, j'y avais pas pensé, là, je te l'avoue. Alors, toujours été que ce monsieur va jouer aussi un rôle assez fabuleux dans l'histoire de la chiromancie. Alors, toujours pareil. Comment il en est venu là? Alors ça, c'est encore plus incroyable. Alors, bon, on sait que dans sa jeunesse, voilà, il aurait rencontré à Londres un voyou. Voilà, quelqu'un qui n'était pas trop fréquentable, qui s'appelait Greg Donson, et qui avait l'habitude de gruger ses victimes en se faisant passer pour un chiromancien. C'est-à-dire, voilà, il leur disait je lis dans les mains, il leur racontait n'importe quoi pour leur soutirer de l'argent. Bon, ça a commencé comme ça. Donc, il se lie d'amitié avec ce monsieur, mais voilà, parce qu'il se disait, mais je vais faire pareil. Je vais gruger les gens en leur faisant. Mais en faisant ça, William, donc le futur Kéron, il va se découvrir justement le don de lire dans les mains. Alors ça, c'est stupéfiant. Parce qu'il avait aussi un petit don médiumnique, lui aussi. Hein. Pas aussi développé que Madame Freya, parce qu'elle, elle est sans égale. Mais lui, quand même, il avait quand même un certain don qui va se révéler, voilà, par le plus grand des hasards, entre guillemets. Et alors, ça va tellement le bouleverser qu'il va être amené, donc, il va avoir envie d'aller en Inde. Alors, on revient en Inde, Florinette, où il aurait étudié pendant près de 2 ans, auprès d'un brahman, l'art de lire dans les lignes de la main. Et c'est ce brahman qui lui aurait permis aussi de consulter le fameux ouvrage relié avec de la peau humaine dont on a parlé au début. Donc, Kéro aurait vu cet ouvrage. Il aurait appris auprès d'un brahman pendant 2 ans cette science qui était vraiment encore bien ancrée en Inde auprès de ceux qui avaient encore le savoir. On est au 19e siècle. Alors, il revient à Londres, fort de ce savoir. Et alors, très vite, il est introduit dans la grande société, la haute société, dont il devient très, très rapidement la coqueluche, surtout des femmes. Bon, il est assez séduisant, donc voilà, encore une fois. Mais alors, sa réputation, parce qu'il était aussi très, très fort dans son domaine, il a même été reçu à la cour d'Angleterre par la reine qui lui aurait demandé de résoudre une affaire des plus délicates. Bon, que la reine d'Angleterre fasse appel à lui. C'est un peu comme Madame Freya, quand le ministère de la Guerre l'a fait venir au tout début de la Première Guerre mondiale. Il fallait quand même que là, c'était pas mais c'est souvent les grandes personnalités qui s'intéressent. C'est souvent, moi, j'ai remarqué. Ouais. Mais il ne faisait pas appel à n'importe qui, vraiment ceux qui avaient fait leurs preuves. Hein. Il adore, bon, alors voilà, il a conquis l'Angleterre, on peut le dire, mais ça ne lui suffit pas. Donc, il va partir aux États-Unis. Il va partir en Amérique. Et là, c'est la même chose qui va se produire. Donc, il va participer à des salons, à des grandes soirées, notamment une soirée organisée par Blanche Roosevelt. Et c'est là qu'il va prédire. Alors,
derrière un rideau. Il voyait pas du tout la personne. C'est-à-dire, il lisait les mains en aveugle. Il voyait juste la main, mais il savait pas qui se trouvait derrière le rideau. Et c'est là qu'il va faire une fameuse prédiction à Oscar Wilde, le fameux Oh là Oscar là. Wilde, Oui. à Oui, qui il quand va même. prédire qu'il va partir quelques années plus tard en exil et qui reverra jamais l'Angleterre. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Mhm. Oscar Wilde va avoir des ennuis avec la justice anglaise, qui va l'obliger après à partir en France, où il va mourir à l'âge de 46 ans. Et tout ce que lui avait dit Kérault va se réaliser. Mais il ne Ça savait s'est pas qui c'était. réalisé. Ouais. Voilà, parce que dans cette soirée, là, organisée par Blanche Roosevelt, donc on mettait un rideau et on passait juste la main pour donner aucun indice à celui qui allait lire dans les mains. Donc c'était très Ouais, très. de pas, qui ne lisent pas non plus sur le visage, l'expression Ah des oui, oui, visages. non. Ben, en plus, je pense Oscar Wilde était déjà connu à l'époque, donc il ne fallait pas qu'il le voie. Il fallait Mm. pas du tout qu'il le voie. Alors ça a été un de ses coups d'éclat. Bon, il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. En fait, alors au sommet de sa carrière, il donnait 6000 consultations par an. J'en suis Oh pas là là, là. hein, mais il devait les faire à la Ah, il chaîne. dormait plus, il dormait pas, c'est pas possible. 6000 6000 consultations. consultations par an, dont plusieurs têtes couronnées, comme la reine Victoria. Alors, il est allé en Russie, euh, Mhm. auprès du tsar et de la tsarine, et là, il aurait été confronté au redoutable Raspoutine. Il y a eu une Ah oui. confrontation entre Kéro et Raspoutine. Et Kéro, Mhm. il n'a pas eu peur de Raspoutine. Pourtant, Dieu sait qu'il était assez effrayant. Et il lui a prédit comment il allait mourir, hein, que son corps serait criblé de balles, lardé de coups de couteau avant d'être jeté dans la Neva. Il lui avait Oh tout. bah attends, on me prédit ça, moi je sors plus. Je sors plus de Ah chez oui, mais moi. attends, Florinette, tu n'es pas Raspoutine, hein. Parce que lui, attention. Ouais. Autant il pouvait faire peur, mais il ne devait pas avoir peur de grand-chose. Attention, on connaît le personnage. Donc, mais il paraît que Raspoutine l'a assez mal pris quand même. Bon, Ah bah, oui, on plutôt. comprend. Voilà, on Ah, se dit que la confrontation a été assez difficile. Mais Kero, il n'a pas eu peur de lui, hein. Il lui a dit, de but en blanc, hein. Bon, parce qu'il a dû voir aussi qu'il avait affaire à une âme oui. Ouais, c'est passablement noire, hein. noir, ouais. On ne peut pas faire mieux, Rasputin. Enfin, s'il y en a d'autres, mais enfin, à ce niveau-là, c'est quand même assez rare. Bon, bref, alors après, il a eu parmi ses fameux clients, Sir Arthur Conan Doyle, le Ah, fameux Sherlock Holmes, super. Ah ouais. Ah bah Sarah lui, il peut Bernard, être intéressé par. Ah oui, Sarah la Bernard. grande Sarah Bernard, Waouh. et l'écrivain Mark Twain. Alors, Mark Hmm. Twain, qui a tenu à écrire dans le livre d'or de Kéro, il a écrit ceci. Kéro a deviné mon caractère avec une précision humiliante. Je ne devrais pas faire un tel aveu, mais quelque chose en moi m'y oblige. Ça, c'est le Hmm. témoignage de Mark Twain, qui aurait dit après aussi à Kéro, mais là oralement, je veux bien croire que le passé laisse une trace et que l'on puisse deviner le caractère dans ses moindres nuances. Mais comment peut-on tirer le futur de l'ombre? Cela, je ne le comprends pas. Ça, c'est le témoignage Hmm. de Mark Twain. Hmm. Il reconnaissait que ben voilà, c'était quelque chose de véritable, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas voilà, que notre destin pouvait être écrit déjà Oui, tout à fait. Hmm. depuis notre naissance. Alors, ça, voilà, c'est l'hommage de Mark Twain à Kéro. Alors, il y a aussi un événement qui est resté dans l'histoire, hein, on peut le dire. Alors, c'est Kéro qui, un jour, est allé au bureau de la guerre, au War Office, hein, de Londres. On était à l'époque, on était en 1894, le 21 juillet, pour y rencontrer Lord Kitchener. Lord Kitchener qui, à l'époque, avait le grade de major général et qui avait reçu le commandement de l'armée d'Égypte. Bon, c'était un haut gradé, hein, seulement, il était pas bien là. À l'époque où il a reçu Kéro, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait venir dans son bureau, qu'il avait au bureau de la guerre. Il était sur le point de donner sa démission. Voilà, ce Lord Kitchener. Eh bien, Kéro l'en a dissuadé. Pourquoi? Parce qu'il lui a prédit qu'il allait finir par accéder aux plus hautes responsabilités, notamment lorsqu'il rentrerait dans sa 66e année, c'est-à-dire 22 ans plus tard. Oh là là, aussi loin. Et Hmm. bien, 22 ans plus tard, Florinette, éclatait la Première Guerre mondiale, que personne n'aurait pu imaginer. Et là, effectivement, il allait devenir
ce haut gradé, et il joue un rôle capital au début de la Première Guerre mondiale, ce Lord Kitchener. Donc, il a empêché de démissionner parce qu'il avait un rôle fondamental à jouer pendant la Première Guerre mondiale. Alors là, il a écouté Kero. Et Lord Kitchener, donc, n'a pas démissionné. Il a pu remplir son rôle 22 ans après. Seulement, le problème, c'est qu'il lui avait annoncé autre chose, Florinette. Il avait vu dans sa main, alors une ligne qui partait du mont de la Lune, bon là, ça ne va pas dire grand-chose aux personnes, mais j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure, qui venait heurter sa ligne de vie. Et là, il avait compris, il avait vu, donc Kero, que quand il aurait 70 ans, quand il rentrerait dans sa 70e année, il risquait de mourir dans un naufrage en bateau. Donc, il fallait surtout pas, Kero lui avait dit, surtout de ne pas prendre la mer, c'est l'année de ses 70 ans. Mais malheureusement, Florinette, est-ce qu'il n'a pas voulu l'écouter ou est-ce qu'il a oublié? Parce qu'on est 26 ans plus tard. Est-ce qu'il avait oublié la prédiction? Il a pu l'oublier, oui, effectivement. Eh bien, cette année-là, Lord Kitchener est envoyé en Russie pour remplir une mission auprès du tsar, Nicolas II. Et là, son bateau, le Hampshire, il heurte une mine au large des Orcades. Et là, comme tu t'en doutes, Florinette, le bateau coule et il meurt dans cet accident, comme lui avait annoncé Kero. Il lui avait dit surtout ne prenez pas la mer l'année de vos 70 ans. Parce qu'il l'a vu dans les lignes de sa main. Oui, oui, oui. Et si par exemple, il n'aurait pas pris le bateau, alors la ligne de la main, elle aurait changé. Exactement. D'accord. Donc, on aurait changé le destin. C'est pour ça qu'il est très important, parce que dans nos mains, on a notre destin, on a les grandes étapes de notre vie, mais on a aussi des avertissements. Des dangers qui peuvent nous être annoncés, mais nous avons le libre arbitre, Florinette. Est-ce qu'on va tenir compte? Alors d'abord, il faut savoir interpréter l'avertissement. Et une fois qu'on est au courant, est-ce qu'on va tenir compte de l'avertissement ou on va l'ignorer? Nous avons le pouvoir de changer le destin. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et donc, cette ligne d'avertissement va s'effacer après? Ah ben, s'il avait écouté, normalement, oui. Ah, c'est ça que nos lignes changent. Ah ben, moi, je ne pensais pas. Si, si. Pas du tout que ça nos lignes changent. D'ailleurs, je peux te dire, Florinette, j'ai eu 2 cas. Des personnes qui devaient faire un voyage lointain et à qui j'ai déconseillé de faire le voyage. Elles m'ont écouté, elles n'étaient pas obligées. Elles m'ont écouté. Donc là, d'ici quelques temps, normalement, la ligne que j'ai vue et qui me posait problème devrait changer, voire s'effacer. Mais on ne saura jamais, Florinette, puisqu'elles m'ont écouté, ces personnes, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Alors, est-ce que j'ai changé le destin en leur disant n'y allez pas? Ça, on ne le saura jamais, ce qui aurait pu se passer. Mais toujours est-il qu'elles m'ont écouté. Mais si elles ne m'avaient pas écouté, Dieu sait ce qui se serait passé. Bah oui, oui. Parce que là, il y avait tout. C'est la même chose, ça venait du monde de la Lune, une ligne qui venait frapper la ligne de vie à l'âge auquel elles avaient compté faire le voyage. Donc là, ce serait intéressant de prendre la photo de la ligne, enfin de la main avant et après. Exactement. Mais il faut quelques temps pour que ça s'efface. Oui, donc là, il faut attendre 2-3 ans peut-être pour voir effectivement les modifications. Alors voilà, là on va terminer avec Kero. Donc il est mort en 1936, Kero, à l'heure, au jour où qu'il aurait prédit lui-même. Donc et alors il a laissé plusieurs ouvrages, dont un ouvrage, Ce que disent les mains. Donc je t'ai envoyé la photo de l'ouvrage, Florinette, que tu peux mettre. Et alors on lui a beaucoup reproché, mais vu son passé aussi, je crois que c'est ça qui lui a collé un peu à la peau. Comme il avait débuté dans le métier par cette mauvaise fréquentation. On l'avait souvent traité d'opportuniste, de charlatan. Mais il a écrit quelque chose. Mais je n'ai pas la photo. Je vais essayer de voir si je peux la trouver. Mais je te l'ai peut-être pas envoyé. Non, je ne l'ai pas. Excuse-moi, peut-être. Non, c'est pas grave. Ce livre, Ce que disent les mains, de Kero, il a écrit quelque chose dans ce livre qui, moi, me laisse penser qu'il était parfaitement honnête et sincère. Alors voilà, je tenais à citer ce passage du livre de Kero où il écrit «
m'étant complètement retiré de tout travail professionnel, parce qu'il était âgé là, je puis me permettre, en terminant, de signaler que je ne publie pas ce livre avec l'idée de chercher une clientèle. Ben non, il n'en avait plus besoin. Hein. Je n'ai d'autre désir que de présenter cette science comme un moyen utile et pratique d'obtenir une exacte révélation des caractères, des qualités et des tendances cachées qui risquent autrement d'être ignorées. Je pense que si tous les parents savaient quelque chose de la chirologie, la majorité des enfants seraient mieux élevés et leurs facultés seraient développées avec plus de discernement. Car il est souvent trop tard, c'est ça, voilà, très bien Floridette. Voilà le livre de Quiro. Alors, car il est souvent trop tard quand un enfant découvre en lui, et probablement accidentellement, quelques talents ou dispositions que les parents n'avaient jamais soupçonnés. Et oui, les parents font beaucoup d'erreurs par ignorance parce qu'ils ne savent pas. Alors voilà ce qu'il écrit. C'est le point de vue auquel je me place quand je souhaite vivement que soit répandue l'étude des mains. Et c'est encore de ce point de vue que j'écris ce livre qui, je l'espère, atteindra toutes les classes de la société et éveillera un tel intérêt que l'étude des caractères, au lieu d'être abandonnée à quelques-uns, deviendra au contraire universellement cultivée pour le bénéfice de tous. Y rêver, Quiro. Ben voilà, que l'on enseigne ces savoirs dans les écoles, dans les universités, que tout le monde puisse acquérir les bases de ce savoir. Alors, c'est un vœu pieux, j'ai envie de dire, parce qu'on en est encore loin. Mais pourquoi Plutôt, pas? oui. Pourquoi Ouais. pas? Ah ouais, non, ça Il serait faudrait bien. Ouais. créer, ben voilà. Moi, c'est mon rêve, recréer une école des mystères pour Ah, ça serait enseigner tout super. ce savoir secret et sacré. Mais oui, mais là, à moi de trouver un mécène, parce que là, c'est vraiment qu'un rêve. Hein. Mais c'est là, on a le savoir. On pourrait recréer ce genre d'école pour transmettre après à tous, que ce ne soit pas le privilège de quelques-uns. Et c'est tellement capital, notamment pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Alors, je tiens à préciser quand même que moi, en ce qui me concerne, je m'interdis, là c'est très important, d'étudier les lignes de la main en dessous de 18 ans. En dessous de 18 ans. Oui, parce que j'estime qu'il faut avoir atteint l'âge adulte pour faire face voilà, au résultat d'une analyse. Hein, les décrets du destin, j'ai envie de dire. C'est très important à connaître quand on est adulte, mais quand on est jeune, hein, quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça peut être trop lourd à porter. Oui, bien Donc, sûr. je ne fais pas les lignes des enfants. Même s'il y a beaucoup de choses dans les mains des enfants, c'est déjà écrit. Même dans les mains d'un nourrisson, c'est stupéfiant. Donc, tout ce que je fais pour les plus jeunes, de 10 à 18 ans, c'est la chironomonie. La chironomonie qui est quand même très, très importante. Parce que ça, tout de suite, on sait pour quel métier va être fait ce jeune, quelles études il va devoir entreprendre, ses talents, ses qualités. Mais c'est vraiment capital. Parce que mais ça, voilà, c'est on bien, croit se connaître. Voilà, puis en plus, ça évite de s'égarer, de Oh là prendre un là, oh chemin. là là. Voilà. Tant de vies qui sont pas gâchées, mais vraiment mal employées. Par des erreurs d'aiguillage. Alors, les parents, des fois, font beaucoup d'erreurs en poussant leur enfant à faire telle ou telle étude qui leur conviennent pas du tout. Pas du tout. Le jeune lui-même ne sait pas. C'est vrai que quand on est jeune, on ne sait pas. C'est tout le problème, on ne se connaît pas soi-même. C'est le premier des commandements. Alors déjà, connaître, voilà, pourquoi on est fait, quelles sont nos qualités, quelles sont nos aptitudes. Tout le monde est fait pour quelque chose. Tout le monde. Il n'y a pas de... Non, ça, c'est impossible. Et après, au-delà, là, on peut aller plus loin sur la connaissance supérieure de l'être qui nous amène à découvrir, voilà, la raison même de notre existence. Mais avant, il est nécessaire de se connaître soi-même pour ne pas passer, j'ai envie de dire, à côté de sa vie. Ça, c'est très, très important. Et surtout pour les plus jeunes. Hein. Oui, c'est ça. Oh là là là. Il y a tellement d'erreurs qui sont faites que... voilà. Pour bien faire, il faut que chaque jeune qui rentre, par exemple, au collège, puisse... il faudrait voilà, un chiromancien dans chaque collège. Voilà, là, je vais jusque-là. Ouais. Exactement. Ah, mais savoir voilà, est-ce que l'éducation nationale un jour sera si ouverte d'esprit pour ça? Mais ça apporterait une aide, mais faramineuse. Ah, mais je comprends. Ouais. On ne peut même pas mesurer.
On peut même pas mesurer tout ce que ça peut apporter. Mais moi, je Ah, le mais vois, c'est hein. énorme. Si, si, c'est énorme. Oh là là. Conseillère d'éducation, voilà. Elle te lit ligne de la main. Voilà. Au lieu d'un conseiller d'orientation Ouais, qui peut très un mal modèle conseiller, d'orientation. mais très très mal, et ben là, il n'y aurait plus d'erreurs possibles. Et en même temps, on redonne de l'espoir aux jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont désespérés, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Et alors, mais je peux le voir, hein, je peux te le dire. Il y a des parents, ils m'ont dit, mais mon enfant a été métamorphosé après sa consultation. Il a retrouvé la joie de vivre, il a retrouvé l'espoir, l'envie de faire quelque chose. Alors qu'il y a Ouais, c'est tellement celui de qui jeunes n'espère plus. Ouais, ouais, ouais. désœuvrés, en perdition. Alors, Ah, ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas. donc, Ouais. si ça Beaucoup, pouvait vraiment. on a beaucoup vécu ça, hein, de ne pas savoir quoi Mais oui, on faire. est tous passés par là, Florinette, hein. Tous passés par là. Ouais. Là, on peut le Très dire. rare. C'est très rare quand tu es un enfant qui dit moi je veux faire ça, moi je veux faire tel métier, et puis on sent de suite que déjà c'est sa passion. Mais c'est rare. C'est C'est rare. vrai que c'est rare. Donc, il y en a qui ont besoin d'être aidés. La plupart, on peut dire, la grande majorité. Donc, et puis après, voilà, après, ils prennent confiance en eux, ils savent. Ils savent. On fait des erreurs par ignorance, parce qu'on ne sait pas. Alors voilà, donc là, on vient de parler de Kéro, hein. Moi, je tenais à lui rendre hommage à Kéro. Hein. Ah non, c'est bien, On ouais, a tu as bien voulu fait. voilà, le salir, le traiter d'escroc et tout, mais quand je lis ça, je me dis que non, 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 non. Là, il a écrit ça, voilà, il n'avait plus rien à prouver, il n'avait plus besoin de vendre le moindre livre. Non, il était soucieux que ce savoir soit transmis, et surtout pour les plus jeunes. Donc Ouais, là, c'est ça, c'est surtout voilà, ça, ouais. on voit une démarche vraiment qui était sincère et qui venait Mm. du cœur. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Alors après, bon, on peut citer aussi, parce que là j'ai été long déjà, enfin, on va citer rapidement le témoignage du professeur Joseph Ranald. Alors, Joseph Ranald, qui a été docteur en philosophie à l'université de Vienne, donc encore une fois que rien ne prédestinait à se livrer à l'étude des mêmes, alors ô combien. Mais encore une fois, alors là, c'est une histoire de fou. Alors avant de devenir professeur d'université, bien avant. Donc il était jeune, hein, dans sa jeunesse. Donc on était encore une fois dans la Première Guerre mondiale. Donc il raconte dans son ouvrage Les mains parlent. Ah, celui-là, je te l'ai envoyé, Florinette, j'ai pas Eh oublié. oui. Donc voilà l'ouvrage du professeur Joseph Ranald. Et dans cet ouvrage, il raconte comment il a été amené, lui aussi. C'est comme si chacun, ils avaient besoin d'expliquer, mais comment ils en sont venus à s'intéresser à cette science hors norme, hein, Bah qui oui, n'est oui, pas tout à fait. commune. Mm. Non, bah, Et pas alors, du il tout. raconte dans cet ouvrage, Florinette, là je veux le citer, Joseph Ranade, il écrit: c'était pendant la guerre en 1917. Un de mes amis et moi, tous les deux jeunes officiers dans l'armée autrichienne, nous étions en permission à l'arrière. Mon ami me proposa, pour tuer le temps, de m'emmener chez un professeur d'université, encore un professeur d'université, hein, qui avait la curieuse manie de lire les lignes de la main. Tu vois, Florinette, il y en a plus qu'on Ah pourrait le oui, voir. ah oui, effectivement. Hein. Je trouvais l'idée distrayante et nous y allâmes. Les premiers mots, presque, de cet adepte de la chiromancie furent pour dire qu'il voyait dans la main de mon ami l'indication de la peur de la mort. Mieux même, comme cette indication était répétée dans les deux mains, il avait le signe dans les deux mains, alors ça c'est très important, le vieil homme prédit la mort prochaine de mon ami. Je me mis en colère. C'est une prédiction qui ne vous coûte rien à vous qui n'êtes pas mobilisés et qui pouvez rester bien tranquillement chez vous. Quel est celui parmi nous dans les tranchées qui ne craint pas la mort? Et pour combien d'entre nous ne pouvez-vous pas prédire une fin à une aussi brève échéance? Et pour moi, est-ce que vous me donnez une semaine à vivre? Le vieil homme regarda ma main. Vous vivrez longtemps, mais vous l'échapperez belle pas mal de fois et vous aurez beaucoup d'aventures. Vous rencontrerez plusieurs grands hommes et vous voyagerez dans le monde entier. Ah, c'était pas du tout la même prédiction. Ah non, pas du tout. Alors Joseph Rana continue en disant: en reprenant mon poste au front, j'étais encore irrité des remarques de ce professeur au sujet de mon ami. Certes, il n'y avait rien de sérieux dans cette supercherie, il n'y croyait pas du tout. Mais pourquoi diable aller raconter à un garçon de 18 ans qui retourne dans l'enfer de la guerre qu'il va mourir dans quelques jours?
2 jours plus tard, mon ami était mort. Et ce fut presque par miracle que je m'en suis sortie, quoique j'eusse été grièvement blessée. Et après ma guérison du front de Galicie, je fus affectée à l'armée autrichienne d'occupation dans une ville frontière d'Ukraine. Bon, déjà, la prédiction s'est réalisée pour son ami. Lui-même est blessé, mais il s'en sort, miraculeusement, presque. Et après, il est affecté en Ukraine. Et là, en Ukraine, il va lui arriver encore une aventure incroyable. Donc, il se retrouve seul en Ukraine après avoir été séparé de ses hommes. Et là, il tente de rejoindre par ses propres moyens la ville la plus proche en montant dans une charrette de paysans. Mais la région était infestée de bandits qui pillaient les voyageurs et, naturellement, ce qui devait arriver arriva. Joseph Ranald est capturé par l'une de ces bandes. Il est battu. Il est laissé presque pour mort au pied d'un arbre sous la surveillance d'un bandit. Et là, il attend la mort. Il se dit, bon, j'en ai plus pour longtemps, c'est fini. Et là, il se souvient de la prédiction du professeur, d'un seul coup. Et alors, vu sa situation, il éclate de rire. C'est les nerfs, hein, Florinette. Il sait qu'il va mourir bientôt. Il se rappelle la prédiction du professeur et il est pris d'un éclat de rire, voilà, nerveux, on va dire, c'est vraiment les nerfs craquent. Et là, le chef des bandits, il arrive intrigué, il lui demande qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il rit. Hein, il comprend pas, il croit qu'il devient fou. Et là, il lui raconte, il lui montre sa main et il lui dit, il est écrit ici que je dois vivre très vieux et rencontrer la chance avant de mourir. Le chef des bandits, Florinette, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le prendre pour un fou, il le prend très au sérieux et il lui montre ses mains, il lui tend ses mains pour qu'il lise dans ses mains. Ah, c'est fou. Alors là, Ranald, il se met à parler. Il est pris d'une inspiration. Et alors, il raconte, il dit, je racontais à cet homme en haillons une histoire de grandeur, de pouvoir, de richesse et de domination. Il lui dit ce qu'il voulait entendre. Les mots venaient vite, sans que j'eusse besoin de réfléchir. La fatigue et tout le reste disparaissaient. Je ne voyais que ses mains et j'étais conscient de la nécessité pour moi de ne pas m'arrêter de parler. Quand vint le jour, les hommes me firent partager leur repas et se réunirent ensuite pour décider de mon sort. Et je fus surpris quand ils m'offrirent la liberté et une escorte pour assurer ma sécurité. Plus tard, comme reporter, j'eus de nombreuses occasions d'étudier les mains de personnages éminents dans presque tous les pays. Et voilà comment s'est réalisée exactement la prédiction du professeur d'université. Donc, il a eu la vision plus d'une fois. Et après, il est devenu journaliste avant de devenir après docteur en philosophie à l'université de Vienne. Et il a eu l'occasion, effectivement, de rencontrer des personnages célèbres, dont la main, le fameux Hitler, dont il a réussi à prendre l'empreinte de la main. Mais là, il a risqué sa vie, Florinette. Il a risqué sa vie. Parce que ça s'est fait. Et il a donné un rendez-vous, Hitler, à 2h du matin, en 1932, à l'hôtel Kaiserhof de Berlin. Kaiserhof, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, il a obtenu l'empreinte de la main d'Hitler. C'est comme ça qu'on a l'empreinte de la main d'Hitler. On l'a sur Internet. Hein. On tape Joseph Ranald. Voilà, tu l'as, c'est celle-là. Mais on a aussi la photo. Peut-être que j'ai oublié de t'envoyer la photo. Là, c'est le schéma. Ah oui, non, je sais pas. Voilà, que tu as dans le livre de Ranald. Mais il y a aussi la photo sur Internet pour ceux qui s'intéressent. Et alors, il a obtenu l'empreinte de la main d'Hitler. Mais alors, c'est risqué péril, hein, Florinette. Alors, il dit dans le livre, j'ai obtenu donc l'empreinte de sa main. À ce moment-là, je lui fis la remarque suivante. Je vois que vous accéderez au pouvoir, mais cela amènera le malheur sur l'Europe. et alors là, le visage d'Hitler s'est empourpré de rage. Il a cru qu'elle allait le tuer. Mais finalement, bon, il s'est calmé, je ne sais pas par quel miracle. Ben oui, il ne devait pas mourir, Joseph Ranald. Et donc, il est parti sans trop demander son reste. Et alors après, il a fait une analyse approfondie de la main d'Hitler en disant « La ligne de vie d'Hitler, terminée par une croix, est un signe certain de mort violente. La ligne de tête qui s'achève par un îlot indique quelques faiblesses étranges, une débilité fonctionnelle et organique du cerveau. Et la ligne de cœur montre la frustration, l'amertume
l'amertume et une cruauté sadique. La plus remarquable de toutes est la ligne de destinée. Elle est marquée à l'origine par une croix et terminée par une étoile à la base du majeur. Cette main est mauvaise dans l'essence même. C'est-à-dire, dans les mains d'Hitler, tu as, Florinette, tous les plus mauvais signes que tu puisses trouver dans une main. C'est pas compliqué. C'est un cas d'école. Hein. Donc, voilà, pour ceux qui veulent s'y référer, on ne peut pas faire mieux. Mais on voit aussi qu'Hitler a été soumis à la plus grande fatalité. Parce que tout ça était déjà dans ses mains. On aurait vu, c'est-à-dire, oui, si tous ceux qui s'apprêtent à accéder au pouvoir, Florinette, si on faisait l'analyse de leurs mains, on pourrait éviter bien des catastrophes. Si on avait analysé la main d'Hitler avant qu'il accède au pouvoir, tu te rends compte de ce qui aurait pu être évité? Ah oui, oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà jusqu'où on peut aller. Alors après, Dieu merci, il n'a pas vu que des mains aussi horribles, hein, Ranad. Il a eu le bonheur d'analyser la main de Gandhi. Alors là, c'était tout le contraire, Florinette. Il a vu un signe absolument magnifique. Voilà, tu l'as mis à l'écran, Florinette. Alors, je ne sais pas si tu peux le montrer, la ligne de tête, celle du milieu, Florinette. Et tu vas au bout, vers le tranchant de la main, tu vois Voilà, tu continues, vers la droite. Continue. Vers le tranchant, là où ça fait un trident. Là, tu signes. Là. Voilà le trident. Ce que Joseph Ranad appelait le trident merveilleux, qu'il a vu au bout de la ligne de tête de Gandhi. Et là, pour lui, c'était l'exemple d'un génie et la conquête de l'impossible par les forces de l'esprit humain. Voilà comment l'interprète Joseph Ranad. Hein. Donc là, vraiment, c'est le signe de la plus grande sagesse qui soit. Quand tu as un trident. Un trident, là. Voilà, on est à la fin de la ligne de tête. La ligne de tête, c'est la ligne du milieu. On va en parler là. Et donc là, ce signe, il n'a eu l'occasion que de le voir qu'une fois dans les mains, c'était dans les mains de Gandhi. Donc il avait le pire avec les mains d'Hitler, il avait le meilleur et les mains de Gandhi. Et en tout, Joseph Ranald, il a étudié environ 100 000 mains. Oh là là, c'est énorme. Mais attention, Florinette. On estime que Madame Freya en a étudié plus de 600 000. Alors déjà, ce n'est pas beaucoup par rapport à Madame Freya. Hein. Ah non, non, 100 000 mains, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, alors là, on a parlé de l'historique un peu. Hein. On a remonté très loin dans le temps. On a vu comment ça s'est développé. Ce savoir a été remis en lumière, puis occulté à nouveau, puis remis en lumière. Tu vois, il y a des hauts et des bas tout au long de l'histoire. Hein. Donc il y a eu les philosophes de l'Antiquité qui l'ont bien remis en lumière grâce à l'enseignement des prêtres égyptiens. Puis après, et le Moyen-Âge, Inquisition, persécution. Après, c'est revenu grâce à l'apparition de l'imprimerie. Bon, après, on a remis ça sous le boisseau avec la pensée cartésienne, matérialiste, mais quand même au milieu du XXe siècle, nous avons, du 19e, pardon, non, c'était du 20e, excuse-moi, nous avons les deux grands hommes, j'ai envie de dire, à qui nous devons d'avoir ressuscité cette science, le capitaine d'Arpentini et Desbarolles. Et oui, nous étions en 19e. Et après, voilà, nous avons eu des grands noms. Donc, Quérault, Madame Freya, Joseph Ranad, lui, qui nous apporte le témoignage d'un professeur d'université. Alors maintenant, on en est. J'ai envie de dire, c'est pas l'idéal à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux lire sur Internet, notamment. Oui, bien sûr. Puis après, il y a eu d'autres ouvrages, mais bon, c'était pas… Mais voilà. Alors, il faut bien le dire. Tous les livres sur le sujet, bon, il y a des choses qui sont valables, mais il y a aussi beaucoup de choses fausses. Mais tous les livres. Et ça, même dans les ouvrages de Quérault et de Desbarolles, j'ai pu m'en apercevoir comment… déjà, par l'analyse de mes propres mains. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas. Qu'il y avait des petites erreurs, voilà, de ci, de là. Donc, tant et si bien, Florinette, que je me dis que dans quelques années,
pas tout de suite, hein, parce que d'abord, là, j'ai plus le temps d'écrire. Mais je pense que dans quelques années, voilà, il faudra que je trouve le temps d'écrire un ouvrage justement Ah pour bah oui, rectifier ces ah oui, petites erreurs. ouais, Mais avec le recul du temps, ah oui. et tout ce que je peux voir, je peux apprendre, parce que j'apprends tous les jours, Florinette, hein, en regardant les mains. Chaque main te délivre un nouvel enseignement, une nouvelle connaissance. Et pourtant, Kéro, il a été initié par quelqu'un, il est Un parti loin. brahman, oui, oui, oui. Oui, Voilà, mais j'ai trouvé des petites erreurs. Disons après, c'est qu'il peut-être son avait trop. interprétation à lui, enfin, c'est peut-être son interprétation, hein. Il a peut-être, C'est lui, peut-être aussi. interprété. Il a voulu, je pense, trop généraliser. Oui, voilà, d'accord, je C'est là comprends. où il a péché un petit peu par excès. Sinon, il y a de très bonnes choses dans ses livres, hein. Mais là, il faut savoir adapter suivant la personne. Quand c'est trop généralisé, ça marche pas. Ça marche pas à 100%, j'ai envie de dire. Donc voilà le petit point faible de Oui, Kéro. c'est au cas par cas. Ça, pour moi, c'est au cas par Exactement. cas. Exactement. On peut enseigner les bases, c'est ce que Mm. je fais, mais après, il faut vraiment faire une analyse au cas par cas. Et c'est là qu'on adapte. C'est là qu'il faut adapter. Donc c'est la plus grande difficulté, hein. Alors, bon, là, on va essayer, on va faire rapidement, on va parler de qu'est-ce qu'on peut trouver dans les mains, surtout au niveau des lignes. Bon, la chironomonie, on en a parlé, hein, c'est ce qui va nous révéler, et ça c'est très très important pour les plus jeunes, le caractère, le tempérament, le potentiel. Tout ça, on va le voir dans les phalanges de chaque doigt. Tout ça, on le voit. Et aussi l'écart entre les doigts. Très très important. Moi, je vais te montrer ma main droite parce que là, et mon pansement. Voilà, très très important les écarts. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très très important. Donc tout ça, ça appartient au domaine de la chironomonie. Mais vraiment, le domaine le plus mystérieux et qui nous apporte le plus grand nombre d'informations, c'est les lignes de la main. Alors, les lignes de la main, il faut savoir qu'elles se forment dès le 3e mois de la grossesse. Mm. Comme si Ouais. l'âme, qui est déjà reliée, hein, à l'enfant, au corps qui est en train de se former, elle imprime. Elle imprime déjà la feuille de route, comme on peut dire. Oui, c'est ça, c'est Donc, ça. l'esprit qui anime l'âme et qui va vraiment déjà tracer les lignes. Alors, ces lignes que les anatomistes appellent improprement, on peut le dire, des plis de flexion. Pourquoi des plis de flexion? Parce que tout le monde croit que, tu vois, c'est en pliant la main qu'on fait apparaître les lignes. Donc, on appelle Mm. ça des plis de flexion. Mais ça ne tient pas la route, cette explication. Et c'est le docteur Gérard Ancosse, qui est plus connu aussi sous le nom de Papus, mais il ne faut pas oublier que ce grand occultiste était avant tout un médecin, et pas n'importe quel médecin. Donc, en tant que médecin, il a fait des observations, parce qu'il lui-même a aussi écrit des livres sur la science de la main. Et donc, il écrit dans son livre, je ne te l'ai peut-être pas envoyé, celui-là, enfin le livre de Papus sur les lignes. Je l'ai pas loin d'ailleurs, bon, mais je vais peut-être pas aller le chercher. Il écrit dans son livre Papus, la main gauche qui travaille moins pour les droitiers, hein, comme si la plupart des gens sont droitiers, la main gauche qui travaille moins a beaucoup plus de lignes que la main droite. Et les enfants nouveau-nés qui n'ont encore choisi aucune profession particulière ont dès la naissance un grand nombre de lignes. Parce que tu vois, on croit toujours c'est les manuels qui ont le plus de lignes. Et bien, c'est tout l'inverse, Florinette. C'est tout l'inverse. Et donc voilà, les nouveau-nés, ils n'ont pas encore travaillé de leur main. La main gauche, qui, pour un droitier, travaille beaucoup moins, et bien c'est elle qui en général a le plus de lignes, parce que c'est la main passive où il y a le plus d'informations là qui sont inscrites et qui vont après être marquées dans la main active une fois que l'événement va avoir eu lieu. Donc en général, c'est notre main passive et notre main gauche pour un droitier qui va avoir le plus de lignes. Alors tout ça, ça ne tient pas la route de l'explication des plis de flexion. Parce que ça n'a rien à voir avec le travail manuel. Rien à voir. Alors, Papus avait aussi. Voilà, tu l'as trouvé, Florinette. Alors moi, je ne fais pas la même édition, mais c'est celui-là. Comment on lit dans la main. C'est celui-là, Florinette. Bon, je l'ai sous une autre édition, mais ce n'est pas très important. Alors, Papus expliquait, il cherchait une explication scientifique en tant que médecin à l'apparition de ces lignes. Alors, il écrit
toutes les impulsions astrales que la vie organique est chargée d'exécuter en nous au moyen du nerf grand sympathique sont marquées dans la main. Voilà pourquoi il y a des lignes dans la main. L'expérience montre qu'à mesure que la volonté agit, très important, à mesure que notre volonté agit, alors j'ai perdu mes lignes. Ah oui, à mesure que la volonté agit davantage sur les impulsions inconscientes, les lignes se modifient. Notre volonté va modifier les lignes. On va changer notre destin. Et ce qui prouve encore l'intégrité absolue de la liberté humaine. Le libre arbitre. Le libre arbitre, oui, c'est capital. Voilà pourquoi aussi les affections qui modifient profondément la vie organique et le nerf grand sympathique agissent également sur les lignes qui peuvent disparaître sous une telle influence. Et voilà pourquoi, enfin, l'expérience nous a montré que 24 heures après la mort, les lignes de la main s'effacent en commençant par les petites lignes. Ah bon? Ah, ça, 24 heures après. Alors, 24 heures après la mort, les lignes de la main s'effacent. Exactement, Florina. Et pourquoi? Parce que le souffle de vie, le souffle il n'y a plus de souffle. Ah, ouais. Voilà, dont on a parlé au début avec le livre des Indiens Navarro. Le souffle est en partie, et c'est ce souffle qui laisse sa trace sur nos mains. Donc, 24 heures après la mort, incroyable. Cet esprit qui va partir, ce souffle divin, les lignes s'effacent. Et Desbarol aussi était arrivé aux mêmes conclusions que Papus, le docteur Ancos, parce qu'il y a un monsieur un jour qui est venu le voir, et il n'avait aucune ligne dans la main droite. Alors, ça l'avait interpellé, et Desbarol, ça lui a mis un puce à l'oreille, il lui a dit « Vous avez eu un accident ?» Et le monsieur en question a dit « Oui, un accident de chasse. » Il s'était pris un coup de fusil dans l'épaule droite, qui avait coupé toutes les connexions nerveuses. Donc, plus de lignes. Donc, on sait que c'est relié au système nerveux, au nerf grand sympathique, comme le pensait Papus. Donc voilà, on a une explication quand même scientifique, mais en même temps, il y a aussi quand même cet esprit, ce souffle qui nous donne la parole, qui nous donne la vie et qui laisse sa trace sur nos mains, comme l'avaient si bien compris les Indiens Navarro. Je pense aussi les Bogomils, pour attirer notre attention sur vraiment ce qu'on peut dire la partie la plus importante de notre corps. Pourquoi? Parce que tu peux regarder ailleurs dans le corps humain. Bon, oui, la physionomie, les traits du visage peuvent parler aussi. Mais ils disent rien sur ton destin. Tu regardes le visage de quelqu'un, c'est pas marqué. Non. Bon, tu peux regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre dans le corps humain? Bien des choses, mais il n'y a que dans les mains que l'on va voir le destin de la personne, que l'on va voir tout ce qui vraiment va guider sa vie. Et ce qui est écrit aussi depuis sa naissance, son programme. Oui, c'est tout ça. Ouais, donc, les mains, mais c'est d'une telle importance que, on les a sous les yeux, on les regarde même pas, et quand on les regarde, on comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est la partie la plus importante de notre corps. Parce que c'est là où, on peut dire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, a écrit pour chacun d'entre nous un chemin bien précis. Et on peut dire aussi, c'est aussi la preuve qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'est pas relié à cet esprit, qui n'est pas guidé, qui est coupé de cet esprit divin parce qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de ligne, sauf accident physique, physiologique. Mais c'est terrible quand tu as des bébés qui naissent sans main, parce que ça arrive, hélas. Ça arrive. Des malformations, c'est terrible. Ça arrive. Alors, peut-être qu'au niveau des pieds, on m'a demandé, parce qu'on a des lignes sous les pieds. Oui, c'est vrai, mais j'y ai pensé. Mais... écoute, alors oui, je sais que, encore en Inde, il paraît qu'on peut aussi analyser les lignes des pieds. Et il m'a été donné de voir, c'est une de mes consultantes, elle m'a envoyé une photo de son pied où il y avait une étoile à 5 branches. Je n'ai jamais vu ça encore. Bon. Je ne peux que le constater, j'ai la photo, je l'ai vue de mes yeux. Donc je pense qu'effectivement, les lignes des pieds peuvent avoir une signification. Pour ma part, là, ça me dépasse mes compétences. Je me limite aux mains. Mais de toute façon, oui, je pense que ces enfants qui ont cette malchance, les lignes de leurs pieds, certainement, doivent avoir une signification. De toute façon, ils ont aussi un destin, forcément. Mais là, on ne peut pas dire, il peut y avoir des gens qui peuvent dire,
on est abandonné par le ciel, on est coupé de… Non, on n'a pas le droit de dire ça, Florinette, parce qu'on a des lignes. Donc, ça veut dire que ça, on est relié. On est relié à quelque chose de plus grand que nous et qui a écrit déjà les grandes étapes de notre vie. Alors ça, c'est vraiment à ne jamais oublier parce que c'est tellement important. En fin de compte, on a tout en nous. On a tout mais en on nous. est le microcosme. C'est ça. Qui est le reflet du macrocosme. Nous sommes un univers. Mais alors, la main elle-même, elle seule, est tout un univers. D'ailleurs, c'est Honoré de Balzac. Là, je fais une petite citation d'Honoré de Balzac dans son roman Le Cousin Pons, où il écrit « Eh bien, si Dieu a imprimé pour certains clairvoyants la destinée de chaque homme dans sa physionomie, en prenant ce mot comme l'expression totale du corps, pourquoi la main ne résumerait-elle pas la physionomie, puisque la main est l'action humaine tout entière et son seul moyen de manifestation. De là, la chiromancie. » Il voyait Honoré de Balzac, dans la main, tout était résumé. Il avait raison. Et ça, c'est dans un roman d'Honoré de Balzac, Le Cousin Pons. Tu vois, on trouve des petites choses dans les romans. Ici, 20 milieux sous les mers, de Jules Verne. Tout le monde a lu, je pense, 20 milieux sous les mers. Mais il y a une petite illusion. Là, c'est Jules Verne qui décrit le capitaine Nemo. Il dit donc sa taille était haute, son front large, ses mains fines, allongées, éminemment psychiques, pour employer un mot de la chirognomonie, c'est-à-dire digne de servir une âme passionnée. Bon, ça montre aussi que Jules Verne est au courant de… Il s'intéressait aussi, mais il s'intéressait pour savoir ce terme chirognomonie, il s'intéressait déjà. Ah oui, et Alexandre Dumas aussi, fils, qui s'intéressait énormément aussi à la lecture des lignes. Donc, on voit les grands écrivains, les grands philosophes. C'est pas… non, c'est pas comme on peut associer ça à une pratique de charlatan. Pas du tout. Pas du tout. Les plus grands esprits se sont penchés sur la question. Ça, on peut le dire. Alors, c'est vrai qu'à notre époque moderne, bon, j'ai du mal à en citer, là. On est un peu dans le creux, on va dire. Oui, c'est ça, on est dans le creux de la vague. Le creux de la vague, voilà. Si on peut tout faire pour remettre en lumière ce savoir. Alors voilà, je disais, j'ai cité Honoré de Balzac, qui voyait dans la main le résumé de tout le corps humain, de la personne. Et puis, donc, je disais aussi, dans la main, notre main elle-même est un monde elle seule, parce que, bon, elle se divise. Alors, on va peut-être pas parler des lignes, parce que là, on n'aura peut-être pas le temps. J'ai été très longue, encore une fois, Florine. Je vais juste évoquer les monts. Les monts, c'est ces petites proéminences qu'on a à la base des doigts. Bon, ça, le plus gros des monts, c'est le mont de Vénus, qui fait le tour du pouce. Voilà, très bien, Florinette. Alors, voilà, le mont de Vénus sous le pouce. Le mont de la Lune, bon, ils l'ont mis un petit peu haut là sur le chemin, mais bon, tant pis. Et les monts sous les doigts, mont de Mercure, mont d'Apollon, de Saturne, de Jupiter, et le mont de Mars, là qu'ils ont mis sur ce schéma, mais j'en ai pas trouvé un meilleur. Donc là, je m'en excuse, mais il y a le mont de Mars. Et ce qui fait qu'il y a 7 monts. 7 monts. Mont de la Lune, qui correspond à lundi. Mont de Mars, qui correspond au mardi. Le mont de Mercure, qui correspond au mercredi. Le mont de Jupiter, qui correspond au jeudi. Le mont de Vénus, qui correspond au vendredi. Le mont de Saturne, qui correspond au samedi. Et le mont d'Apollon, qui est aussi le mont du Soleil, qui correspond au dimanche. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces 7 monts qui forment la géographie de la main? Ben, c'est les 7 jours de la création, Florinette. Notre main est un monde. Elle est toute seule. Oui. D'accord. Et c'est un monde, elle est toute seule. On a le monde, enfin les 7 jours de la création du monde dans nos mains. Alors après, il y a les lignes, mais là, ça m'entraînerait un petit peu trop loin. Mais je vais terminer quand même en faisant une citation du Zohar. C'est un livre de référence aussi des kabbalistes, où il est écrit, là j'ai trouvé vraiment, je voulais terminer là-dessus, Florinette, parce que c'est tellement beau. Ah, tu fais bien. Cet extrait du Zohar, où il est écrit: comme dans le ciel, dans son étendue, forme une carte avec des figures qui révèlent à l'initié les plus hautes vérités, de même l'extérieur de l'homme, les traits de son visage, les linéaments de son front, les lignes de ses mains, forment le miroir où l'on peut lire jusque dans ses moindres secrets le caractère de l'individu. Et de même que la constellation n'est pas permanente,
C'est vrai, les constellations du ciel changent, Florinette, tu le sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, ça met du temps, hein. Ça met des milliers, voire des millions d'années, mais ça change. Alors, de même que la constellation n'est pas permanente, car c'est tantôt une étoile qui apparaît dans une direction et tantôt une autre étoile dans une direction opposée. De même, les lignes tracées sur le corps humain qui correspondent à la constellation du firmament ne sont pas permanentes, mais elles se métamorphosent selon la conduite de l'homme. Alors ça, c'est très important, Florinette. Parce que oui, nous avons un destin écrit depuis notre naissance. Oui, une feuille de route, voilà, imprimée déjà dans ces grandes lignes, mais nous avons le pouvoir, si nous avons la volonté, si nous en avons le désir, de changer ce qui a été écrit pour aller encore plus loin, pour aller, et aussi pour éviter éventuellement des accidents de parcours qui peuvent être écrits dans nos mains. Et si nous tenons compte de l'avertissement, changer le destin, annuler. Ouais, ça, c'est important. Ouais. C'est très important. En sûr, fait, les applications, j'ai presque envie de dire, sont infinies. Parce qu'on peut faire tellement de choses avec ça. Seulement, il faudrait que cette science soit reconnue officiellement et appliquée dans tous les domaines. Quand je dis tous les domaines, ça peut être au niveau judiciaire. On peut voir dans les mains des assassins le signe. Le signe que personne, effectivement, a pu commettre un meurtre. On peut voir les problèmes psychologiques. Ça devrait être utilisé en psychiatrie. On voit sur la ligne de tête. On peut voir beaucoup de choses. Au niveau, voilà, l'orientation des jeunes, au niveau de l'enseignement. Oui, ça, c'est très important. On peut l'appliquer. Primordial. On peut l'appliquer partout. Et aussi au niveau, bien sûr, du développement de l'être dans tout ce qu'il a de plus élevé. Parce qu'on peut réécrire. Les lignes changent, se modifient. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, Et donc, dans ta main, toi, après, tu as pu voir que c'était écrit, que tu allais étudier. Eh ben, c'est ça, Florinette. J'ai vu qu'à vers la quarantaine, à 45 ans. Voilà, là, moi, il y a ta main. Alors voilà, eh ben, écoute, eh ben, oui. Alors, voilà. Je sais pas. Bon, là, j'ai entouré au milieu. Il y a, ça fait comme un X, mais il aurait fallu que je le monte un petit peu plus. Voilà, en gros. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croix mystique. C'est-à-dire qu'on a deux lignes qui forment un X dans l'espace du quadrangle. Le quadrangle, c'est l'espace entre la ligne de tête et la ligne de cœur. Donc c'est là, dans celui-là? Voilà, ça, c'est la croix mystique. Et on est entre la ligne de tête et la ligne de cœur. Et il faut que ce soit à la verticale du majeur. Ça, c'est la croix mystique. Alors, quand tu as ce genre de signe dans la main, alors soit tu rentres dans les ordres, soit tu passes ta vie dans les textes sacrés comme je fais. T'as pas trop le choix, Florinette. C'est fou. Et alors, et aussi, bon, il y a eu un gros changement dans mon destin. Alors là, je ne l'ai pas entouré en rouge. C'est sur la ligne de vie, tu vois, il y a une ligne verticale qui part de la ligne de vie. C'est sous la croix mystique. Tu vois la ligne de vie? Oui. Autour de mon pouce. Et tu vois la croix verticale, la ligne verticale qui se dirige qui s'élève sous la croix mystique. Alors vas-y, continue. Là, descends. Non, ouais. C'est au milieu de la ligne de vie. Ah oui, voilà, c'est ça. Et bien ça, c'était mon nouveau destin. Ah oui, d'accord. Il était important et j'avais 45 ans. Et ça, c'était écrit dans ma main gauche, dans main passive. Ça faisait partie du programme de naissance, on va dire. Et alors, qu'est-ce que ça pouvait entraîner, ce nouveau destin? Eh bien, la réponse m'a été donnée. Tu vois le signe qui est sous mon annulaire et qui est à la fois à cheval sous l'annulaire, voilà, et l'auriculaire. Alors ça, c'est une partie de la ligne solaire et en même temps qui signifiait que j'allais faire quelque chose en rapport, si tu veux, à cheval entre le domaine de l'art et de la science. Parce que l'art, c'est le doigt, si tu veux, le domaine de l'art est lié à l'annulaire. Donc là, c'est le doigt de l'art. Et le doigt de la science, mais des sciences parallèles, je précise, Florinette. Oui. Les sciences parallèles, c'est le doigt de Mercure. Hermès, c'est le petit doigt. D'accord. Donc, je devais faire quelque chose qui soit à la fois un art et une science.
Et la chiromancie est à la fois, on dit Ah oui, oui, indistinctement, c'est vrai. l'art de la chiromancie. C'est Ouais. à la fois un art et une science. Mm, mm. Donc là, je pouvais pas trop me tromper. Mais je t'avoue, Florence, j'aurais pas eu ça dans mes mains, j'aurais peut-être pas franchi le pas. Ben non, voilà, c'est ça. Il a Ben fallu non. d'abord que j'interprète, que je comprenne, avant de me lancer vraiment dans cette activité et d'abandonner l'écriture pour ça. C'était Mm. vraiment un changement radical de vie, hein, je peux te le dire. Et après, est-ce que ça s'inscrit dans la main droite? Ou Alors alors oui, c'était. oui, je l'ai dans la main droite aussi, oui. Mais là, je ne te l'ai pas envoyée à ma droite. Elle est là, mais Non. tu la verras pas. Ouais. Là, tu verras pas en détail. En plus, elle est très abîmée, ma main droite, parce que j'ai beaucoup jardiné, beaucoup Ah voilà, de t'as plein de coups. maçonnerie. Elle est très, mais ça y est. Alors, il y a le même destin, la même ligne verticale qui part de la ligne de vie, le même signe dans les deux mains. Mhm. Tout l'annulaire. Alors, quand tu as un signe dans les deux mains, il est inévitable. Là, tu ne peux pas aller contre. C'est écrit, on ne peut rien changer. Donc, j'avais pas le choix. Voilà. Quand tu l'as dans les deux mains, bon, il faut y aller. Ah non, puis en plus, il y a beaucoup, enfin, je trouve que cette science, cet art, comme tu dis, tu donnes beaucoup, beaucoup de détails. Moi, pour montrer un petit peu à nos auditeurs, parce que en plus, les consultations que tu donnes, on peut les enregistrer. Donc, c'est Ah ben, extrêmement ça j'y important. tiens. Oui. Parce que moi, j'ai réécouté, puisqu'effectivement, quand on t'écoute, bah, déjà, on découvre. On est là, on peut pas tout retenir, surtout que ça dure quand même 1 heure et demie, ce que Voire même 2 heures. Hein. même 2 heures, voilà. Voire même 2 heures. Donc moi, ben voilà, pour montrer un petit peu à nos auditeurs, la main gauche, moi voilà, j'ai tout recopié. Oh là là, oui. Oui, oui, là c'est la ligne de tête, la ligne du destin, la ligne de cœur, la ligne de vie, ligne solaire. Après, il y a la main gauche, tout ce qui est les phalanges, parce que il y a aussi l'écartement, comme tu Oh disais, oui, on l'a dit. entre Oui. les doigts. Tout est en fin de compte la forme de la main. Si vous Tout, avez tout. une main plus carrée qu'allongée, enfin c'est incroyable. Et puis après, ben voilà, le chemin de vie avec tout le signe astrologique aussi, et aussi le groupe sanguin. Tu demandes. Enfin, C'est un peu plus facultatif, c'est mais complet. Pour moi, c'est c'est important complet. quand même. Mm. C'est important pour le tempérament. Et j'ai appris plein de choses sur moi. Ah bah écoute, eh ben, c'était le but. Hein. De quoi j'étais capable. Et puis, effectivement, j'ai Oui. même vu ce que je fais actuellement avec mon blog, avec mes lectures. Voilà, tout ça, c'était déjà inscrit. Et c'est ça qui est étonnant. Moi, qui m'a vraiment bluffé parce que je connaissais pas du tout cette science. Et oui. Et puis, et surtout, une dernière chose à préciser, on va voir l'évolution de la personne d'une main à l'autre. C'est-à-dire les différences entre la main passive et la main active. Parce que la personne va évoluer, ça va amener des changements dans la main active. Et c'est là qu'on va voir que la personne a fait un certain chemin, ou à l'inverse, elle a pu faire un chemin en marche arrière. Donc là, on lui dit non. Là, il y a un écart qui s'est fermé. Là, il y en a un autre qui s'est ouvert. Et c'est là que je vois tout de suite si la personne a déjà fait un certain chemin. Ou si, au contraire, il y a des choses à débloquer pour justement retrouver le potentiel de naissance. Donc, il est capital, justement, de comparer toujours les deux mains. On n'analyse jamais une main. Non, c'est ça, oui, oui, tout Ah à bon, fait. Ouais. là, c'est n'importe quoi. Parce qu'il nous manque la moitié des informations. C'est comme si tu lisais un livre et tu effaces la moitié d'une page. Tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, t'as c'est pas la suite de capital. l'histoire. Voilà. Bah, avant, là, tu n'as que les débuts des phrases et tu n'as pas les fins. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. ça. On ne peut pas résumer mieux. Donc, Ah, puis j'ai appris aussi, ce qui est important dans les doigts, moi je ne pensais pas qu'il y avait aussi l'important des phalanges, que en fin de compte c'est esprit, je crois que tu avais dit âme et corps, si je ne me trompe pas. on peut résumer ça, oui. C'est Enfin, plutôt, enfin, le matériel, c'est au niveau de la troisième voilà, phalange, tout en bas. voilà c'est ça. Donc, Au oui. milieu, oui, tu peux le comparer là, mais aussi c'est le domaine mental, cérébral. Ah oui, voilà, d'accord, Et, ouais. la première phalange, moi je l'appelle la première, parce qu'il y en a qui vont te dire la première en bas, mais non, pour moi la première elle est en haut, c'est la phalange qui porte l'ongle, la phalange onglée. Et là on est dans les domaines supérieurs de la pensée.
donc bien sûr au niveau de l'esprit, de la pensée beaucoup plus abstraite. Et pour moi, il y a les trois mondes dans nos doigts, Florinette. C'est-à-dire le monde matériel, le monde de la création, le monde de l'au-delà, donc de l'âme. Hein, on peut l'associer à la deuxième phalange. Et le royaume situé au-delà de l'au-delà, le domaine de l'esprit, là on est en haut. Donc on a les trois mondes. Ah, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est On fou. a tout dans nos mains. C'est fabuleux. Et même ce que j'ai appris avec toi, c'est qu'on avait aussi plusieurs. Enfin, moi, j'en ai trois sortes d'empreintes. Oui, tout à fait. En général, deux. Mais voilà, je ne pensais pas non plus qu'on avait différentes sortes d'empreintes. Ah, il y en a qui n'ont qu'une sorte d'empreinte. Il y en a qui en ont deux. Moi, je n'en ai que deux. Hein. Toi, tu en as trois, Florinette. On peut même en aller jusqu'à quatre. Hein. Ah oui. Il y a des empreintes côte à côte. Bon, voilà, ça m'obligerait à rentrer un peu plus dans les détails. Mais voilà, on va revenir, on finit sur les empreintes, Florinette, ce qu'on disait, le livre des Indiens Navarro. Hein, c'est ça. Vraiment, voilà, sur la peau, au bout de nos doigts, se lit la trace du vent, témoin que le vent soufflait quand nos ancêtres ont été créés. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est splendide. C'est vraiment, c'est très beau. Et donc, toi, oui. Donc, tu donnes des consultations. C'est donc j'invite que ça, j'invite tous ceux qui sont intéressés à se rendre sur ton site. Je ne sais pas si ça s'affiche à l'écran. Si, ça s'affiche. Voilà. Il y a plusieurs rubriques. Hein. Voilà. Bon, il y a plusieurs articles à télécharger aussi. Pour les personnes, notamment mon article sur Madame Freya. Pour ceux qui veulent. Il y a aussi. Voilà, il y a des consultations, les différentes formules suivant les besoins des personnes. Voilà, donc je vais revenir sur les consultations. Voilà, vous avez différentes formules, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'on a là, il y a une petite biographie. Là, tu te présentes. Donc là, moi, il y a une vidéo de présentation. Une vidéo, oui. J'ai du mal à parler de moi toute seule. On reconnaît, je ne suis pas mon sujet préféré. Alors, là, j'ai l'émission aussi que j'ai déjà réalisée sur Fréquence Évasion sur Madame Freya. Mais je pense qu'on en refera une ensemble, Florinette. Ah oui, mais pour parler d'elle. Il y a l'article. Là, il y a les articles à télécharger. Voilà, tout à fait. Il suffit de cliquer dessus, on a l'article. Très bien, oui. Là, vous cliquez là-dessus et ça va vous diriger sur l'article en PDF. Sur Madame Freya. Voilà. On récupère l'article en PDF. Voilà. Ça, c'est le début une pitié à la belle époque. Vraiment, c'est passionnant. Ah ouais, non, mais ça me ferait très plaisir de faire une émission sur elle. Ah oui, mais je te promets. Vraiment, il y a de... On va la faire. On en a beaucoup à faire, mais t'inquiète pas, je la programme. Ah oui, il faut. Donc voilà, ça, c'est ton site, hein, c'est Magali. Il y a aussi toutes les émissions, hein. Voilà. En rubrique articles, livres et vidéos. Donc on a déjà nos émissions, Florinette. Oui. C'est un peu plus bas, c'est sous les livres. Il y a tous les liens des émissions. Voilà. Alors voilà, il y a déjà aussi tes livres, voilà. Ça c'est dans une autre vie, Florinette, quand j'écrivais. Les vidéos avec donc les cours, les causeries. Dans les nouvelles causeries, voilà, tu as nos émissions, Florinette. Voilà, nouvelles causeries, voilà. Il y a celles que. Alors au fur et à mesure que, il y a des nouvelles émissions, je les rajoute sur le site. C'est très bien, c'est impeccable. Ouais. Voilà, donc. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous conseille même vraiment vivement d'avoir une consultation avec Magali. Vous allez être très, très surpris. Voilà. Et il faut dire que ça prend du temps. Hein. Donc, pour les personnes. Il y a combien de temps d'attente? Là, je suis environ 2 mois, mais il faut que je dise quelque chose. Par exemple, pour les plus jeunes, quand ils sont pressés, j'essaie de les faire passer en priorité. Bon, la chironomanie, ça va plus vite, donc ça me demande moins de travail. Donc, j'essaie de faire au mieux pour les plus jeunes et aussi pour les personnes qui sont en situation d'urgence. S'il y a vraiment besoin d'une réponse urgente, je prends sur moi quand même de faire passer certaines personnes en priorité si vraiment il y a une urgence. Là, j'y tiens. Et surtout, je dis, ça prend du temps aussi au niveau des rendez-vous.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, qui se disent, bon, ça va être plié en 30 minutes. Non, non, non. Une chironomoni, on est entre 1 heure, 1 heure et quart, hein. Et une analyse des lignes, c'est plus long, au moins 1 heure et demie. Une analyse complète, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Le rendez-vous, hein. Donc, je précise, voilà, de ne pas prendre d'autres rendez-vous quand on a rendez-vous. Tu fais bien. Et puis, ben voilà, sinon, après, tous ceux qui sont intéressés aussi par tes écrits, donc j'ai montré tes livres. Et aussi, tu as écrit donc dans le 3e numéro qui va bientôt paraître de Génération Cité d'Or, tu as écrit un article sur le carré Sator. Voilà. Donc voilà, donc je vous invite aussi à précommander ou à commander, à aller sur le site Génération Cité d'Or pour commander les magazines. Voilà, je peux dire que c'était l'un des derniers textes que j'ai écrits. Voilà. Je tenais tellement à l'écrire sur cette énigme qui est absolument fabuleuse. Donc ça a été le dernier. Voilà, c'est mon tout dernier texte, là, le plus récent, on va dire. D'accord. Et sinon, après aussi, si vous voulez, je mets que ça soit nos petits vidéos ou donc sur mon blog. J'invite aussi tout le monde. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Hop, je ne sais pas. Ah mince, je n'y arrive plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc moi aussi, j'ai le blog lecture de Florinette, que si vous voulez, je parle également du magazine. Et puis, donc vous pouvez vous y rendre, et également des émissions qu'on a fait toutes les deux avec Magali. Voilà. Il y a quoi faire déjà. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Magali, pour toutes ces explications sur la chiromancie, sur tout ce qui concerne la chirologie. C'était passionnant. Et je ne connaissais pas du tout, moi-même avant que je te demande une consultation, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin, aussi dans les détails, dans chaque événement, parce que j'ai vraiment revécu même des événements de mon passé qui sont restés inscrits. Je veux dire, c'est fou de savoir qu'on peut tout revisiter. Oui. Que ça soit le passé, le présent et le futur, tout est là. Oui, tout est là. Et c'est très important de comprendre aussi que voilà, quand un événement a été écrit, ça faisait partie du programme, donc du choix, hein, de notre âme. Donc il y a certains événements qui pèsent, hein, pour beaucoup de personnes, et quand je leur dis ça, ça enlève un poids de leurs épaules, parce qu'elles se sentaient responsables, alors que je leur dis toujours, c'était écrit, ça ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Vous n'êtes responsable en rien. Ça, c'est très, très important à savoir. Oui, ça m'a énormément soulagée parce que tu m'as dit effectivement ces mots-là. Et ça m'a enlevé un poids pour beaucoup de choses parce que j'avais pensé que j'avais fait une erreur. Et je portais un petit peu en moi cette erreur et je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir enlevé ce poids. Et c'est pour ça que c'est très important et que je vous invite tous à demander une consultation. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, Florinette. Ça a été un plaisir encore. Et merci à tous pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, Magali. À bientôt, Florinette. À bientôt. Au revoir. Au revoir.